worldwide. Radiopirate.com. Je suis content d'être avec mes boys. Je suis revenu pour la RAMQ. Donc, oui, c'est ça. Ben oui. Jeff Pour revenait pour la RAMQ. la carte, la RAMQ. Ouais. C'est drôle, ça. Je compte pas sur la RAMQ pour me faire soigner, là. D'ailleurs, ça fait au moins 10-12 ans que ça. 10-12 ans que j'ai pas Comment sorti on fait pour aller voir un soleil, médecin au Québec? là. Oublie ça. C'est une question qui se pose. Moi, je ne sais pas comment on fait pour aller voir un médecin. Mais tu sais, mais quelqu'un qui me dit ça, Jeff est revenu de Floride pour une semaine, il vient pour sa RAMQ. Il vient pour... oui, mais ça fait... Je dis 12 ans, ça doit faire 15 ans que j'ai pas sorti ma carte soleil. Oui. Mais tu as payé pendant 15 ans. Là. Mais je paye en crise. Oh oui, tu as payé pas mal. Ouais. Oh oui. Ouais. Payé pas beaucoup, beaucoup. Mais il y a des gens qui pensent... Tu sais, il revient comme si c'était un avantage. C'est pas zéro un avantage. Là. Vous voyez ça comme un avantage, la RAMQ, vous autres? C'est une honte, la RAMQ. C'est une honte. Dire, regarde, on n'est pas soigné personne, on n'est pas des histoires en veux-tu, en v'là. Il y a une histoire à tous les jours, là, dans les médias sur des patents. Ah, elle a eu des idées suicidaires, elle s'est ramassée dans une place, elle est entourée de Mongols, un peu bizarre, tabarnache. Tu dis, voyons, mais on est où? C'est la RAMQ, ça. Ça, c'est l'assurance qui vous a garanti que vous allez avoir un bon système pour vous soigner, mais qui finalement prend votre argent, mais vous ne soignez pas, là. Imagine. Donc, venir au Québec pour la RAMQ, excusez-moi, là, je connais pas ça, pas bien fort. Là. Peut-être dans 20 ans, ça va m'arriver. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, ils vont me donner... J'espère que je vais en avoir un peu de mon argent à un moment donné. Là. C'est une fille qui a un problème d'un trouble alimentaire, puis elle chip dans une place de malade mental. Ah, c'est ça, madame. Ben oui. Là, à un moment donné, ça veut dire... mais c'est ça, c'est ça le panier de service, là. Oui. C'est t'embarques dans le panier. Oui. Ce qu'il y a dans le panier, tu sais pas trop, mais t'embarques dedans, toi. Hey, sur le Prime, on a ouvert beaucoup de choses pour les gens qui sont sur live. On a parlé d'un paquet de sujets. On a parlé de foot, on a parlé de bouffe, on a parlé de monde complètement crazy au Costco. On a parlé de paquets d'affaires. Puis, on a, je dirais, jasé rapidement, ben pas rapidement, on a pris un 15-20 minutes de jaser du sujet que ça m'a fait réagir le plus, c'est-à-dire PSPP qui veut que le gouvernement contrôle le temps d'antenne que vos enfants. Puis moi, la conclusion que j'ai faite, c'est bien simple, c'est pas... Le gouvernement est déjà rentré dans nos vies, OK? C'est pas une chose de plus qui va changer quoi que ce soit. Les Québécois ont permis au gouvernement d'être omniprésents dans leur maison et les Québécois sont très à l'aise à se faire contrôler leur vie par le gouvernement. On l'a vu pendant la COVID. On est le même. C'est comme ça qu'on est. On n'a pas toujours été le même. On est devenu le même. Est-ce qu'on peut rechanger? Ça va prendre... je vais dire de quoi ça va prendre. Je ne sais pas ce que ça va prendre, mais j'ai de gros doutes. Mais la vraie histoire, la conclusion qu'on est venu avec Jerry, c'est que c'est bien plus une patente pour contrôler les jeunes et pour que les jeunes n'entendent pas ce qui se passe ailleurs. Que les gens ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Que les gens n'apprennent pas... Que les jeunes n'apprennent pas l'anglais par la bande, sur Twitch, Donc, c'est tout ça qu'on a. Puis là, on voyait que ça parle de Macron, entre autres, c'est ce que tu me racontais. Mm-hmm. Parce que toutes les idées du Québec, tout ce qu'on entend au Québec, si vous écoutez ce qui se dit... Puis ça, c'est pas la première fois que tu le dis en passant. Non, ça, c'est un classique. Là. Tu le dis depuis tout le temps. C'est un classique. Tu l'as dit pendant la COVID. Ah oui. Tu as dit, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient... Soignez au Québec, écoute ce qui se passe en France. Exact, c'est ce que tu disais pendant la COVID. Et c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui, c'est-à-dire que quand les Français font quelque chose, va dire de quoi, c'est pas longtemps après, les politiciens québécois prennent la balle au bon puis font une version québécoise de la patente. Et l'histoire de PSPP, de voir que les jeunes, on pourrait limiter l'utilisation du téléphone, même des maisons. Je ne sais pas comment il va le faire. Là, quasiment envoyé. Il a déjà envoyé des polices pour. Moi, je pense que ça va être du stool. Là, donc, c'est-à-dire que. C'est ça. Il va y avoir des gens qui vont stouler. Ouais, je suis allé dans le souper samedi soir chez des amis. 911. Oui, bonjour, police de Longueuil. Oui, hier, j'ai été manger chez des amis.
Il demeure sur la rue là-bas. Puis pendant qu'on mangeait, ils ont 3 enfants. Les 3 enfants regardaient leur téléphone. Le petit avait une tablette. Et le plus jeune avait même une tablette. Il regardait quelque chose en anglais. Et il regardait des affaires en anglais. Puis ça s'est passé pendant toute la soirée. J'ai pas dit un mot. Mais là, je pense que c'est peut-être un cas de DPJ ou quelque chose, mais ça va pas, là. Il jouait à SpongeBob avec un autre jeune Américain. Exact. Là, lui, il faut faire quelque chose. Oui. Là, ils vont envoyer l'escouade Calimero. Oui. Donc, c'est un peu ce qui risque de se passer, mais la réalité, c'est que Macron, lui, il le dit pourquoi. Ce que PSPP ne dit pas, parce que il sait que s'il dit, des fatigants comme nous autres vont dire « Ah, Chris, on sait pourquoi il veut contrôler nos vies. » Parce que Macron, il dit quoi, lui, Jerry? Macron, lui, dit qu'il faut contrôler. Parce que là, il a fait un genre de comité. Puis au mois de mars, le comité va dire comment qu'on peut faire pour tripoter puis réglementer le web. Parce que lui, Macron, il dit le web, oui, il y a l'histoire des enfants puis des écrans. Les écrans, puis le temps devant les écrans, puis tout ça. Mais le fond de l'histoire, c'est pas ça. Là. Macron, il dit lui-même. Il dit plus que les gens sont sur les réseaux sociaux, surtout les jeunes, il dit ça forme des complotistes. Ah, voilà. Mais c'est quoi, à leurs yeux, des complotistes? Un complotiste, c'est quelqu'un qui est contre toi. Bon, voilà. Ça finit là. C'est aussi simple que ça. Un complotiste, ça veut voter pour Trump. Oui. Un complotiste, ça veut voter pour Poilievre. C'est ça. Il y a beaucoup de complotistes en tracteur en France présentement. Oui. C'est ça. Ils ont tous des tracteurs, les complotistes, présentement. Oui, mais ce sont des complotistes. Ils se font monter à la tête. Ils se font monter à la tête, ce monde-là. Ben oui, tout le monde sait ça. À Ottawa, c'était la même chose. La même affaire. Les camions, ça a été... Les camions, c'est des complotistes. Les camions, ça a été c'était complotistes. Oui, c'est des complotistes. Les gens qui veulent voter pour Éric Duhaime, c'est des complotistes. C'est des complotistes. Voilà. Les gens qui sont contre Valérie Plante et qui disent qu'elle n'est pas bonne, c'est des complotistes. C'est des complotistes. Des gens qui disent que Marchand à Québec n'est pas bon, c'est des complotistes. Complotistes. Des gens qui sont contre un projet de tramway, c'est des complotistes. Oui. Des gens qui auraient dû être contre le projet de REM qui ne marche pas, ça aurait été des complotistes. Donc, la minute que vous êtes contre eux, vous êtes complotiste. Lui dit, Macron, il a dit même que il dit, ça peut, si on le fait pas, ça peut nuire à nos démocraties. Ben oui, c'est sûr. Oui. Mais, non, je vais le reprendre. Mais ça va nuire à ma démocratie. C'est ça. Non, c'est ça. À ma démocratie socialiste de gauche. Oui, c'est ça. Ça, il ne l'a pas dit de même, mais c'est ce que ça veut dire. Ben, c'est ce que ça veut dire. Si vous êtes quelqu'un de complotiste, vous trouvez que le gars en Argentine il est allumé pas pire. Hein? Oui. Donc, tu sais, si vous êtes contre les mesures COVID et que vous vous moquez du vaccin, même si vous avez eu 2 doses, vous êtes complotiste. Donc, le complotiste, si vous êtes contre, si vous trouvez que, ben, vous savez que le climat change, mettons. Ben oui, le climat change tranquillement, comme il a toujours changé. Mais tu dis, ben, OK, calme-toi les nerfs, là, on ne mourra pas personne. Là, je veux dire, même si on gagnait 1 degré, on va y avec, là, on va s'organiser. C'est ça. Complotiste. Complotiste. Ah oui. Et même, on va dire, complotiste et denier, anti-science. Parce que tous les scientifiques qui vont vous raconter des histoires, ou encore des gens comme Carlos Ramirez, très éduqués, très le nez dans la science, ces gens-là sont, même s'ils arrivent avec des points incroyables, ils sont des complotistes. Oui, mais t'aimes la science, t'aimes pas la science. Non, ben c'est la science de certains. Les autres, ce sont tous des complotistes scientifiques qui nous sortent toutes sortes d'études. D'ailleurs, on l'a entendu, tout le monde en parle hier. On va justement faire un saut vers le... Tiens, on va le faire parce que je veux entendre ce bout-là. On va faire un petit saut vite dans le lab de Mr. White. Le labo de Mr. White. Mr. White, il y a eu quelque chose de semblable qui a été jasé à tout le monde. Parce que c'est la nouvelle manière de faire. C'est la nouvelle manière. La minute que les gens sont pas dans leur gang,
Des étiquettes, avant, il y avait toutes sortes d'étiquettes. On a utilisé les mots extrêmes. Là, l'étiquette magique, c'est complotiste. La minute que quelqu'un n'embarque pas dans le discours ambiant de la clique qui décide, vous devenez un fucking complotiste. Et Mr. White va nous faire entendre ce qui est arrivé du côté de Tout le monde en parle. Didier Raoul, juste me dire que Didier Raoul, c'est de lui qu'on va parler dans Tout le monde en parle. C'est un gars qui a une carrière incroyable. Il y a un bac en littéraire. Il s'est inscrit à la faculté de médecine de Marseille. Il a réussi le concours de l'internat, devenu épreuve classante nationale et souhaite devenir obstétricien, mais son classement au concours ne lui permet pas. Il devient donc infectiologue, comme son arrière-grand-père maternel Paul Legendre. Il détient son diplôme depuis 1981. Il a un certificat d'études supérieures en bactériologie-virologie. En 82, il a un CES en diagnostic biologique parasitaire. En 83, diplôme du US Department of Health and Human Services, le Center for Disease Control à Atlanta. En 84, le gars, tu pourrais lire le CV de Didier Raoult là, pendant 4 heures d'affilée. C'est un gars qui a dirigé des hôpitaux qui sont des départements dans des hôpitaux qui sont spécialisés en infectiologie, mais c'est pas Olivier Bernard. Qui est Olivier Bernard? Olivier Bernard, c'est le pharmacien. T'as-tu déjà entendu parler du pharmacien? Je vais t'avouer que non. Ben, le pharmacien... Ça me dit quelque chose. C'est quoi dans l'affaire du pharmacien? Toi non plus. OK, j'étais vétérinaire? J'étais gêné un peu, là, mais... Mais j'ai. C'est un vétérinaire. Sérieux, j'avais pas d'idée qui était le pharmacien. Je pense que le pharmacien, parce qu'il s'appelle, il se fait, c'est le nom de son personnage. Mais je pense que c'est un vrai pharmacien qui a décidé de prendre la place sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public pour aller. Je me rappelle d'un médecin. Ouais. Il y avait un médecin de bunker là, qui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, ça. Okay. Lui, c'est un vulgarisateur. C'est ça, c'est un vulgarisateur. Okay, et là, il est ouais. allé expliquer un peu pourquoi il ne fallait pas vraiment recevoir, avec l'aide de Guilla et son équipe et ses cartons et le monde qui y parle dans ses oreilles, pourquoi il ne fallait pas vraiment recevoir quelqu'un comme Didier Raoult en entrevue. Oui. Il explique ça. OK. En fait, l'expert ou l'experte crédible, quand il s'exprime dans la sphère publique ou sur des réseaux sociaux ou dans les médias, peu importe, se base sur le consensus scientifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il parle ou quand elle parle, va véhiculer la position qui est largement acceptée chez les spécialistes dans un domaine. Donc, évidemment, ça se base sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ça, c'est à ça qu'on s'attend des experts. Mais c'est sûr que un win scientifique, il n'y a rien qui l'empêche à un moment donné d'arriver et de dire « pas le consensus, là, je ne crois pas à ça ». Je vais plutôt partager mes propres théories personnelles, je vais citer mes études isolées avec ma propre interprétation et faire passer ça comme la bonne information. Le problème, c'est quand on leur donne une plateforme, une tribune, et qu'on fait une entrevue complaisante puis qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est plus un contexte comme ça qui est un problème. Oui, puis ils sont difficiles à interviewer. Très. Est-ce qu'ils vont citer des études dont tu n'as jamais entendu parler? Totalement. Les gens ils disent « Pourquoi tu ne reçois pas Didier Raoult? » ou pourquoi tu dis « C'est parce qu'ils ne répondent pas à la question, ils s'en vont ailleurs. » Puis ils disent « Tu n'as pas entendu parler de telle étude en Allemagne en 1927? » Tu dis « Non, pas tant, non. » Le fameux docteur au Vietnam qui a décroché. Qui n'existe pas. C'est souvent un piège. Souvent, on finit par être même pas capable de faire des bonnes entrevues avec ces gens-là parce qu'ils sont souvent des habitués des médias. Oui, puis ils sont habiles. Ils sont habiles, ils savent comment contourner, charismatiques. C'est très sectaire. En t'écoutant, je trouvais que il y avait une parenté. Là, comme si on avait remplacé, pour certaines personnes, la religion par la science, une certaine forme de science. La science de ces gens-là, des gourous. MC Gilles. Wow, MC Gilles. C'est que ça va le pot, ça. Raoult, c'est un genre de gourou. Donc, c'est un genre de gourou. OK. Mais eux autres, ils veulent pas être jamais challengés. Ils veulent jamais, même si la personne a des diplômes, elle a un CV extraordinaire, si cette personne-là est dans sa bulle. Moi, je veux dire, des histoires de scientifiques
qu'à un moment donné, se sont levés contre une gang. Il a dit, vous êtes dans le champ, puis que si, mettons, vous faites ce que vous faites, la fusée va se ramasser à l'autre bout du monde, puis l'équipe ne reviendra jamais, qu'il faut faire ça de telle manière, pour qu'elle revienne. Il me semble que ça arrive tout le temps, ça, là. Que des gens essaient de nous réveiller, puis dire, ce qu'on vous présente en ce moment, il y a de la manipulation, il y a des... Puis on l'a vu! Comment ils peuvent avoir ce discours-là live? Chris, tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été dit pendant la COVID, tout a été démoli par la suite. Christophe, les fameux conspis, les fameux gourous ont eu raison quasiment sur toute la ligne. On peut parler du lab, on peut parler de l'inefficacité des vaccins, on peut parler de la niaiserie de la distance de 2 mètres, on peut parler des crises de masse qui valaient rien, on peut parler de tout. C'était n'importe quoi. On le sait maintenant. Allez pas là, je vois le vert. Vous avez l'air d'une gang de caves. Parlez-en plus, vous autres. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « On ne veut pas en parler, on peut en parler. » Vous autres, parlez-en plus. Vous autres, parlez-en plus. Vous paraissez mal. Raoul, il y a peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi son histoire, il y a peut-être une sorte de médicament qu'il voulait comprendre qui n'a finalement pas marché, so what? Mais au moins, il essayait quelque chose. Il n'était pas là pour s'en aller faire des astis de conférences à longueur de journée juste pour nous faire dire des affaires, puis nous réconforter, puis nous demander de faire du pain. S'il y avait quelqu'un au moment donné qui se disait « Ben, il faut essayer quelque chose. » Et moi, j'étais content de voir des gars de main. J'étais content de voir du monde qui se levait et disait « Il y a peut-être quelque chose qui marche. » Parce que c'est en challengeant un peu tout le monde qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Non, c'est pas la bonne affaire. » D'autres disent « Oui, moi, je pense que c'est la bonne chose. » Ou l'autre « Non, on devrait essayer l'autre affaire. » Chris, do something. Do something. Tu sais, Raoul, là, ce professeur-là, c'est une référence en France là, dans les médias en infectiologie. Là. Oui. Il l'obstine. Tu sais, quand il y va, il ne dit pas « Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. » Il l'obstine. Puis, by the way, Stéphane Bureau a perdu sa job à Radio-Canada parce qu'il l'a reçu. Exact. Puis c'est de lui qui parle en passant. Quand il parle qu'il a été interviewé puis qu'ils ont donné de la passe à la palette, etc., c'est de Stéphane Bureau qui parle. Stéphane Bureau a été renié par la clique. Stéphane Bureau a été renié par la clique. C'est rendu un complotiste, Stéphane Bureau. Ben oui, c'est rendu un complotiste. C'est dégueulasse. Sérieux, c'est dégueulasse. Tiens, tant qu'à être dans le lab de Mr. White, je regarde tout ce que tu as de cotes. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans qui pourrait être passé? Là? Dans l'affaire de PSPP qui veut contrôler un peu le temps d'écran des jeunes, on dirait que ça me fait penser à Claude Dubois. Okay. Parce que Claude Dubois est passé à Radio-Canada en fin de semaine avec Franco Nuovo. Et puis, je veux te faire écouter ce bout-là parce qu'il arrivait du Sud et il a expliqué pourquoi il a changé de pays dans le Sud. Il ne va plus dans le même pays. Là, avant, lui, il avait une maison, je ne sais pas. Il était où, lui? Il n'était pas en Guadeloupe. Oui, il était en Guadeloupe. Je pense que oui. Mais, tu sais, un Domien peut sortir du Québec, mais le Québec ne peut jamais sortir du Domien. Non. On écoute Claude Dubois. OK. Est-ce que tu es parti cet hiver? Oui, oui. Je suis allé me faire cuire un peu, mais pas un œuf. Là, mais... T'es allé où, en Guadeloupe? Non, je suis allé en République dominicaine. OK. J'avais tendance à aller toujours à Cuba, mais après 50 ans de présence québécoise, ils parlent toujours pas français un petit peu au monde. Fait que j'ai décidé d'aller en République dominicaine au Club Med, où le monde parle français en principe. Il faut vraiment que tu lui demandes, par exemple. Ah oui? Oui, il faut que tu insistes. Si, poire. Non. Oh oui, ben oui. Non. Mais c'est donc bien triste. Oh oui, c'est triste. Chris Claude Dubois, c'est pas un gars qui c'est le chanteur préféré à mon père. Oui, je pensais que c'était un bum, ça. Je pensais que c'était un tough. Chris, il change de pays parce qu'il se fait pas répondre en français à Cuba. Ils comprennent pas, les Cubains. Ça fait 50 ans qu'on va là, mais ils sont jamais capables de parler français. Ben voyons donc, toi, Ciboire. Ben, d'après moi, la République dominicaine, ça parle pas bien français, là. Hey, mon feeling. Un autre, tiens. Ben, François Lambert, là, qui veut se présenter à la mairie de Montréal. Il a dit que c'était non. Bah, là, il a dit ça matin. Oui, non, il a dit ça. Il a dit ça pas longtemps après. Il a dit, finalement, je ne veux pas me présenter à la mairie de Montréal. Je voulais juste provoquer une réaction puis montrer que j'étais mécontent. Bon.
Anyway, regarde. Ce que je voulais, c'est que je voulais que le monde ait de la mémoire quand même. Parce que durant la COVID, François Lambert, il était du côté de ceux qui voulaient amener beaucoup de restrictions. C'est là, on a parlé dans le Prime. C'est un peu le point. Tu sais, je veux dire, c'est un gars de la gang, là. C'est pas c'est un esprit libre. Non. C'est un gars qui a voulu empêcher les gens pas vaccinés d'aller s'acheter de la viande à l'épicerie, là. Okay? Si vous pensez... Il faut serrer la vis. Ce qui me déçoit, à un moment donné, il faut arrêter de marcher sur des œufs. Là. Ceux qui ne sont pas vaccinés. Admettons qu'il y a un couvre-feu. Tu pognes quelqu'un qui traîne dans la rue. Il est vacciné. Bon, tu dis, bon, OK, tu as ton amende 1000 $. OK? Tu n'es pas vacciné, tu as une amende de 5000. OK? Tu ne vas pas faire ton épicerie. Point final, si tu n'es pas vacciné. Commande en ligne. Tu sais, à un moment donné, il faut serrer la vis. C'est eux autres, à travers le monde, qui causent... Excuse-moi, là. Non, c'est incroyable. Excuse-moi, là. Je ne me fais même pas jouer au complet pour lui. J'ai mal pour lui, là. Oh. J'ai mal pour ce gars-là, là. Moi, je le savais avant la COVID. J'ai toujours trouvé un peu bizarre, là. Mais... Pas fin. Ça, c'est pas fin. Non, mais... Pas fin. Tu te sauves, Chris. Si, mettons, moi, j'avais eu ce discours-là à la radio et en podcast... Je peux vous garantir, premièrement, je serais à tous les jours en vous béguant de m'excuser. À tous les jours. Je serais tellement mal. Mais je pense que j'aurais pas continué. Je serais allé trouver Claude Dubois à Cuba ou en République dominicaine. Je serais allé me cacher quelque part pour 4-5 ans. Je me serais organisé avec YouTube pour effacer ces vidéos-là. J'aurais lui-même qui peut l'enlever, j'imagine. Il y a du monde qui l'ont récupéré quelque part, c'est sûr. Christy que c'est malaisant. Oh, c'est très malaisant. Tabarnache. Oh, lui, le gouvernement n'a pas été assez loin. Lui, il aurait été beaucoup plus loin que ça. Oui, mais en plus, ça n'a pas été dit au mois de janvier quand on a su que les choses arrivaient. Là. C'est beaucoup plus tard. On le voyait que ça ne marchait pas. Là. On voyait tout ça. On voyait qu'on l'attrapait pareil. On voyait que le monde était malade pareil. On voyait que ça crissait rien, ce petit vaccin-là. Là. Tout le monde savait ça. Nous autres, on passait pour des caves. Je vais vous rappeler encore une fois. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler pour le reste de mes jours. Je vous ai dit, malgré 2-3, t'es rendu à 3 doses, malgré 3 doses, c'était le 15 décembre 2021. Je sais, j'étais en vacances le 23 décembre, un peu avant Noël. Isabelle Haché, encore elle. Isabelle Haché fait un texte pour interpeller le patron de l'entreprise de radio où on était diffusé. Pour dire, le gars qui est là le midi, c'est un Christ de dangereux. Ils ont réussi à venir à leurs affaires. Là. Ça a marché. Mais quelques jours plus tard, ce qu'elle me reprochait d'avoir dit, j'avais dit, malgré vos vaccins, malgré la 3e dose, malgré ce qu'on vous dit, malgré vos masques, malgré un couvre-feu possible, malgré le fait que vous ne pouvez pas... Malgré tout, là, tout le monde va pogner à COVID d'ici les prochaines semaines. Puis le vaccin ne vous protégera de rien. Vous allez être malade. Vous allez le donner à des gens. Et that's it. Et là, Isabelle Haché a dit, « Hey, c'est donc bien irresponsable, le patron, là. » Elle dit, vous laissez cette personne-là. Voici tout ce qu'il a dit. C'est dégueulasse. Il a dit que tout le monde allait à le pogner. C'est irresponsable et c'est dangereux. Il a dit que les vaccins n'empêcheraient rien. C'est irresponsable. 23 décembre 2021. Allez sur Google. Le 15 janvier, 3 500 000 Québécois vaccinés avaient pogné la COVID. Donc, on le savait depuis un crise de bout. S'il y a un gars qui est allé à la polyvalente Charles-Gravel, pas très bright, juste average, le savait puis voyait tout ça, je me disais, tout le monde devait voir ça, pas lui. Pas ce gars-là. Donc, quand vous vous réconfortez à voir qu'on pourrait remplacer Valérie Plante par un genre de François Lambert, excusez-moi, on n'avance pas zéro, là. Me demande si on recule pas. Donc, les histoires de concours de popularité du web, c'est du niaisage. Ce que ça nous prend, c'est quelqu'un qui va pogner à patin. Un vrai de vrai. On les connaît peut-être pas, là. Ça nous prend des Patrick Mahomes. Ça nous prend des winners. Ça nous prend des gens qui n'ont pas peur de rien. Pas des hosties qui se sont écrasés pendant la COVID. Ça nous prend des vrais toughs. Je suis en train de m'emporter, moi, là. Donc, ça nous prend pas Jean-René Dufort.
Ça ne prend pas Jean-René Dufort. Jean-René Dufort, comme tu sais, Tucker Carlson avait appelé le Canada pour dire qu'il s'en venait les sauver. Et puis, Jean-René Dufort a appelé Tucker Carlson pour y faire la leçon. Oh, On wow. écoute. Yes. Hello Tucker, it's Jean-René from Canada. J'ai rien compris de ta portion en anglais, mais I think we will pass. We will keep our free healthcare and our gun-free country. Don't call us, we will call you. Commencez par essayer de sauver votre pays au bord de la guerre civile, puis on verra après. Merci. Wow. Jean-René. On pourrait sortir du stock de Jean-René. Oui. Jean-René, le gars de la bonne gang, le gars qui doit avoir le bon discours. C'est sûr que quand tu as quasiment harcelé à la rendre complètement dingue, une employée qui travaillait avec toi, qui était Roxane Saint-Gelais, c'est sûr que faut que tu marches douette, hein? Parce que les gens vont ressortir ça, hein, dans l'époque où on est de la cancellation en plus. C'est quand même chanceux, mais il y a le bon discours. Donc, c'est pour ça qu'il est encore là. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui reste debout. Ah, Trump, c'était ça avec les femmes. Ouais, mais t'as peu. Ce qui s'applique à un peut s'appliquer aux autres. Non, si t'es dans la bonne gang, on le cache et on l'étouffe et on l'oublie. Jean-René Dufort, c'est un gars qui fait partie des chanceux. Mais il est dans la bonne gang. On va peut-être avoir des nouvelles de Roxane Saint-Gelais pour qu'elle nous écrive un petit livre, genre, comme on avait eu sur le roi. Le roi, la maîtresse qui avait fait le texte sur le roi, ces prétentieux de médias montréalais qui font leur king, puis qui ont l'air d'être des gens parfaits, puis qui font la leçon à tout le monde, puis que finalement sont des dominateurs de femmes au point où le seul moyen que je veux venir, ma belle maîtresse d'amour, c'est que juste avant de venir, un char, tu te mets à genoux, je t'envoie ça d'en face, puis tu me regardes pendant que je viens. Les grandes vedettes des médias. Ça, c'est un livre. On ne sait pas c'est qui la personne. On s'en doute. Mais il y a des livres de même qui pourraient sortir. Roxane pourrait nous faire un livre sur son temps à C'est quoi avec Jean-René Dufort. Le bon Jean-René. Jean-René. Les guns, la guerre civile. La guerre civile, my God. Le système de santé gratuit. Ben oui, je viens de passer 2 mois, là. Je n'ai pas vu de guerre civile nulle part. Le système de santé gratuit. Un système de santé gratuit qui te donne aucun soin. Il a bien beau être gratis. Tu vas mourir pareil. Il n'est pas gratis, premièrement, il n'est pas gratis. Écoute, on est rendu probablement... Avec les augmentations de salaire qu'on a données, on doit être rendu à 60 milliards par année. Donc, on ne parlait plus de 52 milliards, on doit être rendu à 60. Si vous voulez vous faire soigner, vous êtes la meilleure des chances. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà. T'as peut-être Paul Larocque sur Tucker. Oh, c'était 8 secondes. Ben oui. Mais Tucker Carlson, il y a tellement brassé de marde. Ben oui. Tucker, il est... mon Paul Larocque a son opinion sur Tucker. Ben, c'est sûr. Ouais, il faut comprendre qui est le personnage, Tucker Carlson. Disons-le, là, c'est un bouffon d'extrême droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi. OK. Ça résume. Okay. Ça a le mérite d'être clair. Un bouffon d'extrême droite qui se prend pas au sérieux. Qui se prend au sérieux. Et qui dit n'importe quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Tabarnache. Eux autres sont jamais bouffons. Non. Infoman, c'est pas bouffon. Infoman, c'est sérieux, c'est jamais bouffon. Infoman, ça fait 24 ans que c'est à la TV. Là. Tu vois qu'on a un problème. On a un TOC. Là. Le Québec a un TOC. Ben oui. Pense à ça 2 secondes. Ça fait 24 ans qu'Infoman est à la TV. Là. Oui. On a un problème. Là, dans la boîte électrique, il y a du lousse. Ben oui, il y a du lousse. Alors, ça n'a pas de bon sens. Et Paul Larocque, lui, Paul... Regarde, je vais le dire, moi. Paul Larocque. Bonjour, ici Paul Larocque. Paul Larocque, c'est un commentateur journaliste d'extrême gauche. OK? Un bouffon qui dit n'importe quoi. Donc, voilà pour Paul Larocque, dossier réglé. Je ne sais pas si à gauche, on a le droit de le dire, là, mais je sais qu'eux ont le droit de le dire sur des gens qui sont à droite. Donc, puis ils nous mettent un peu de sauce avec l'extrême là-dedans. Hey, on revient.
Vous êtes sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Radio. Radio Pirate. Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Oh, ça, c'est pas fin. Il y a une petite boîte. Le bouffon d'Extrême Pizza. Extrême Pizza Un garni, gars qui mange garni. n'importe quoi. Il mange beaucoup de gras trans. Oui. Ben, c'est le gars de l'OMS qui vient de sortir là. Mais j'ai pas le rock, là. Pour les gens qui connaissent pas Jerry Pizza, là. Oui. Ben, on va résumer ça. Il y a beaucoup de gras trans. Jerry Pizza, c'est un extra gras, là. Oui. Qui mange beaucoup de pizza. Un bouffon, un bouffon de bouffe extrême. Ben, c'est un extrême gras qui mange n'importe quoi. Bon, exact. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous savez comme ça. Ça. Ici, pas la règle. Nous, ici, c'est très sérieux. Tout le monde est sérieux. Il y a juste Tucker Carlson qui Tucker Carlson, c'est un gars pas sérieux, ça. Bouffon. Ben oui. Donc, on l'écoute, là. C'est un gars qui dit à peu près n'importe quoi. J'écoute ses vidéos, puis c'est un gars qui dit n'importe quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Ici au Québec, on a quelque chose de particulier. Ah oui. Non, mais je sais, je comprends que c'est pas ce qui nous rend le plus fiers, là. Mais quand ça existe, mais c'est pas tout ce qui s'appelle les arrêts sur le bord de la route, là. On n'a pas beaucoup de truck stop ici, là. Non. On a des espèces de places. Quand on finit la 87, quand on arrive au Québec, c'est un peu gênant. Là. Je comprends pas cette histoire-là que c'est pas réglé. Je ne sais même pas ça que dans un budget de 160 milliards par année va te mettre à terre. Là. L'affaire, c'est qu'ils ont voulu remplacer à un moment donné, je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais faire les fameux, au Québec, à place de faire les fameux villages relais. Qu'est-ce que c'est un village relais? Tu sais, quand tu roules sur la route, il y a une pancarte marquée village relais. Okay. Ça remplace un peu les truck stops. On va dire, c'est un village, c'est un petit village. Là, et dans cette petite municipalité-là, il y a une épicerie, il y a un dépanneur, il y a un restaurant, il y a un guichet automatique, tu peux tanker ton char. Tu sais, le village remplace le truck stop. Mm-hmm. Au Québec, il y en a je pense que c'est 45. Il y a même une association, il y a la Fédération québécoise des villages relais. Donc, il incite le monde, quand tu roules sur la route, tu dis, OK, ben là, ça me prend du gaz. Mais là, tu arrêtes dans un village relais. C'est correct, là, tu sais. Mais le problème des villages relais, c'est plus que ça va, ben, il était supposé d'avoir un restaurant d'ouvert. Il n'y a plus de restaurant. Après ça, tu arrives pour tanker, la place pour tanker est fermée. Après, le village relais, ça marche, mais quand le village vit, là. Donc, le problème qu'on a présentement, c'est que les villages relais sont en train de crever. Puis ça scrape toute l'histoire. C'est où qu'on va mettre du gaz? C'est où qu'on peut... On peut s'arrêter quelque part pour manger? On peut s'arrêter... Mais toute l'histoire... Puis ça coûtait cher, ça coûtait une fortune. Mettre des pancartes sur le bord de la rue. La patente de la Fédération des villages relais. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent faire... Ils veulent mettre... Puis le problème aussi, c'est les toilettes. On peut s'arrêter quelque part pour aller à la toilette. Mais là, ils veulent... Puis ça, c'est une idée du gouvernement. Ils veulent essayer des toilettes auto-nettoyantes qu'ils vont mettre dans les villages relais. Là, il faut qu'ils testent des toilettes auto-nettoyantes, mais qui ne gèlent pas. Oui. C'est un peu embêtant. Tu arrives pour la... Mais c'est la mort, là, c'est ça que tu me dis. Là. Est-ce que ça montre avant tout là, qu'on trouve des solutions? Ce que tu veux me dire, c'est que c'est la mort. Là. Il n'y a plus rien qui se passe ici. Parce que l'idée de départ, il y a plusieurs années, des villages relais, tu dis, OK, tu sors de la route, tu fais tant de milles, tu en as parlé même plus tôt ce matin, tu fais tant de kilomètres, puis tu arrives à une place, tu peux mettre du gaz, tu peux manger, tu peux aller à la toilette, tu peux... On t'entend-tu, là? Il y a un dépanneur, il y a un peu de vie. Il y a même un peu de bouffe prête. Il y a un peu de bouffe prête. Là, pas juste des chips puis un bout de... C'est ça. Mais là, le problème, c'est quand ils ont parti ça, quand ils ont décidé les villages relais au Québec,
Ils en ont spoté 45. Le problème, c'est que plus ça va, plus que ces petits villages-là crèvent. Donc, il n'y a plus de place pour mettre du gaz, il n'y a plus de restaurant d'ouvert, il n'y a plus de place pour aller à la toilette. Donc, ça ne sert à rien. Les villages relais, ça ne sert à rien. Là. Donc, c'est l'image du Québec qui meurt doucement. C'est ce que je veux dire. C'est carrément ça. C'est en train de le Québec meurt. Tranquillement, pas vite. Hey, l'affaire que j'ai vue passer, ça, c'est... Tu sais que toi, Jeff, t'es très, très TikTok. TikTok. Mr. White aussi, il y a beaucoup de TikTok. Moi aussi, j'essaie de grimper mes fans, mes followers sur TikTok, dans le sens parce que tu vois des petites affaires sur TikTok. Mais je ne mets pas assez de temps sur TikTok. Je vais essayer de mettre plus de temps là-dessus. Mais la face, c'est que, est-ce que vous vous souvenez au début de TikTok, au début de tout, là, c'était quoi TikTok? C'était des vidéos de 15 secondes. C'était ça, TikTok, au début. C'était des genres de petits caméos. Hein? C'était un petit vidéo, puis il s'effaçait. Au début, c'était ça un peu. Des petits mini-vidéos. Ben, il s'effaçait pas. Mais c'était des petits mini-vidéos. Après ça, ils ont mis ça à 1 minute. Après ça, ils ont mis ça à 3 minutes. Après ça, ils ont mis ça à 10 minutes. En ce moment, une vidéo TikTok, le maximum, je pense, c'est 10 minutes. Mais là, TikTok travaille pour mettre des vidéos de 30 minutes sur TikTok. Mais là, tu vas mettre le pied quelque part. Là, tu vas mettre le pied du bord de YouTube. Donc, TikTok va compétitionner YouTube parce qu'il y a beaucoup de créateurs, du monde qui font des vidéos, de faire de même, qui sont sur YouTube, mais là, ce qu'ils font est un peu plus long. C'est-à-dire que là, le monde, ils vont plus utiliser TikTok parce que si TikTok offre du 30 minutes, ils veulent même, TikTok, là, se rendre à un moment donné à faire des genres de mini, je vais le dire de la manière que je l'ai compris, là, des genres de mini-séries TikTok. Toutes des séquences de 30 minutes. Mettons, tu as 6 séquences de 30 minutes, ça te fait un mini-film ou une mini-série. Comprenez-vous un peu la patente, là? Mais par rapport, il va y avoir des créateurs qui vont faire des séries. Je dis une série télé, c'est pas une série télé, c'est une série TikTok. Puis, ça va faire comme soit un film ou une mini-série, mais qui va être vue exclusivement sur TikTok. Donc, TikTok, il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent, mais l'histoire du 30 minutes, ça fait beaucoup, beaucoup parler. Puis en parlant de... Je connaissais le gars, Jeff, mais je savais pas le gars où ce qui était rendu dans ses histoires. Le fameux Mr. Beast. Le fameux on va dire en français, le créateur numérique. Mr. Beast, c'est le gars qui fait le plus de cash avec ses vidéos sur le web. Il y a quoi, 234 millions d'abonnés YouTube? 234 millions. Ça commence à être du monde pas mal. Incroyable. Non, c'est fou, là. En 2023, les revenus de Mr. Beast avec ses vidéos, en 2023, c'est 53 millions de dollars. Tabarnache. C'est complètement sauté. Ça, c'est 2023. Là. Je ne parle pas de 2022 puis de 2021. Là. Moi, après 3 ans, j'aurais arrêté. Lui, il continue. Je sais. Il y a une dope, j'imagine. La face, c'est qu'il a mis une vidéo sur X. OK. Twitter. OK. Est-ce qu'il est sur le même nom? Oui, il est sur le même nom. Okay. Exactement ça. Et il y a eu 156 millions d'impressions. Il a mis une vidéo, puis la vidéo, il a rapporté 263 000 $. Ben voyons donc, toi. Je te jure. Et là, même sur X, on peut s'abonner à son X, parce qu'à cette heure, on peut monétiser le X. C'est 7 $ par mois pour voir ses tweets secrets. Il y a un abonnement sur X. Lui, il charge 7 $ par mois pour voir ses tweets personnels. Personnels, c'est capoté. Puis je vous en rajoute. Mr. Beast, là, qui a fait 53 millions l'année passée, il vient de mettre, il vient de mettre le pied en Chine. China! Une place qui a pas mal de monde.
le YouTube, en Chine, il y a plusieurs affaires, là, mais une place qui est le plus populaire, genre de YouTube chinois qui s'appelle Bilibili. Bilibili, c'est le YouTube chinois. Il a mis son premier vidéo en Chine. Il a eu le droit de le faire, là, parce que c'est le gouvernement chinois, il accorde des affaires, pas de problème. Telle sorte de vidéo, telle affaire. Il a mis un genre de petit taser. Ça a duré 90 secondes. Et MrBeast, il a eu 3 millions de vues instantanément. Il y a eu 270 000 likes sur son mini vidéo de 90 secondes qu'il a mis en Chine. Wow! Imaginez un instant, on s'imagine là, que MrBeast devient très populaire en Chine. En ce moment, le gars, il vaut au-dessus de 500 millions. Il y a une estimation. Là. Ça, c'est une estimation. Il peut faire 5 fois ce qu'il fait présentement. Donc, il a fait 53 l'année passée. Il peut faire 5 fois ça juste en Chine. Il a fait un tweet il y a 6 jours. OK? Si vous retweetez ce post-là, les gens qui reposent et qui me suivent, ben vous pourriez gagner, il y en a 10 qui vont gagner 25 000 $. Donc, je donne 250 000 $. C'est ce qu'il a fait avec son vidéo sur X. Il l'a donné à 10 personnes qui ont retweeté son tweet. Il a eu le tweet le plus retweeté et de loin de l'histoire. 3,7 millions de personnes ont retweeté le tweet en question. Donc, c'est un record pour Twitter. Et 170 millions de personnes ont vu ce petit tweet-là. C'est incroyable. Excuse-moi. Là. Non, lui, c'est malade. C'est incroyable. Puis t'as peur. C'est de ça que PSPP a peur. PSPP, il a peur de MrBeast? Ben oui, il a peur de ça. Quand les jeunes voient ça, ils voient big. Ils voient huge. Ils voient le monde. Ils voient le monde. Ils veulent craquer le dôme. C'est ça qu'ils voient. Puis sont le fun, ces vidéos, MrBeast. Dans le sens que sont le fun. C'est dans le sens que, à un moment donné, il y avait une patente de char. Un train qui arrive au bout de la traque puis qui tombe en bas. Il y avait une patente de char à un moment donné. Il y avait une affaire il comparait des modèles de chars, telle patente, des chars de luxe, telle affaire. T'écoutes ça, puis tu te causes pas la tête, là. Je veux dire, c'est le fun. C'est-à-dire, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'aussi le fun à TVA? Non, c'est que ça bâtit des complotistes. Ah oui, ça bâtit des complotistes, oui, c'est ça. Ben, c'est un peu de même. Écoute, on a parlé de PSPP, passablement dans le Prime et tantôt dans l'ouverture vite. Mais regardez JFK, vous savez que pas JFK, mais comment il s'appelle le neveu de JFK? C'est ça, Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., donc le fils du frère à John F. C'était quoi, c'est John? Fitzgerald Kennedy. Donc, d'après les rumeurs, Trump aurait approché Kennedy Jr. pour être... T'es sérieux? Pour être vice-président. Donc, ce ne serait pas terminé. En tout cas, première fois, il aurait comme refusé. Mais why not? Voici ce qu'il a à dire sur un sujet qu'on vient justement de jaser dans les dernières minutes. The one cohort that I'm doing really poorly with is baby boomers. And I ought to be doing, thank you. Thanks to all the old people like me. And I ought to be doing really great with them because, you know, they're the people who remember Camelot and the Kennedy era. But, you know, they have a disability, which is they only get their news from ABC, NBC, CNN, MSNBC, and the New York Times. And if I were living in that information ecosystem, I'd have a low opinion of myself as well. But what we're finding is if they, you know, the young people are getting their information from long-form interviews, from podcasts, from other alternative interviews. So they're doing critical thinking, and they're not locked into these orthodoxies. And somehow, if you're young and you have parents, you need to lock them up somewhere and make them listen to a Joe Rogan podcast.
C'est de ça que... Ce que vient de dire Robert Kennedy Jr., l'histoire du contrôle des écrans des jeunes, c'est lui. C'est ça, là, le patente. C'est comme ça. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est le fait que ces gens-là sont manipulés et contrôlés par les médias traditionnels et qui voient que les jeunes sont en train de s'ouvrir sur les Mr. Beast, les Joe Rogan, les podcasts qui s'informent ailleurs, que finalement, ils savent plus de choses. Là, tu parles à tes enfants, tu dis « Mais de quoi tu me parles là? » Vous avez tous vécu ça avec vos parents. Vos parents, eux autres, ils écoutent Radio-Canada, RDI, LCN. Puis quand vous arrivez avec des histoires que vous avez entendues, ils sont là. Mais voyons, mais t'as pris cette histoire-là où? Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est un peu ce que Robert Kennedy Jr. dit. Donc, hey, pour finir, une dernière, Jerry. Une dernière. Tout le monde se souvient, ceux qui boursicotent un peu ou ceux qui suivent un peu à la bourse, ou moindrement ce qui se passe dans le monde, quand est arrivée la fameuse compagnie, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu changer quelque chose. Ils ont donné un gros coup. Beyond Meat est arrivé en bourse. Beyond Meat, le substitut, la viande végétale, là, je ne sais pas comment le dire d'une manière, mais Beyond Meat est arrivé en bourse et il y a eu énormément d'argent dans cette compagnie-là. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, Beyond... Être milliardaire, j'aurais même pas mis une pièce. C'est un crash inimaginable. Il y a du monde... Il y a du monde qui sont dans le cage à homard là, à 200 quelques piastres, puis l'action vaut 6 piastres. Là. Je veux dire, ils ont quoi? 349 millions de revenus. Ils ont fait 249 millions de pertes. C'est un désastre monumental. Mais l'affaire, c'est que quand il y a eu le succès, parce que quand Beyond Meat est rentré en bourse, il y a eu... Le stock est parti, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, les masses médias ont embarqué là-dedans. C'est la viande du futur. C'est extraordinaire. Mais ils ont encore une clientèle. Ils choisissent toujours le mauvais cheval, les autres. Exactement. Burger King a encore un hamburger végétal. Burger King, il y en a un qui s'appelle le Impossible Whopper. Le Whopper. Le Impossible. L'affaire, c'est que quand Beyond Meat est rentré en bourse, il y a une gang qui ont parti une compagnie sur le side qui s'appelle Impossible Food. Qui est là-dedans? Bill Gates. Jay-Z, je pense qu'il est là-dedans. Puis une vingtaine de gros venture capital qui ont mis énormément de cash dans Impossible Food. Eux autres, le but, c'était de rentrer en bourse aussi pour compétitionner Beyond Meat. Là, Beyond Meat, vu que c'est un crash boursier, là, présentement, Impossible Food est toujours privé. Et ils viennent de changer toute la direction de la compagnie. La marde est pognée là-dedans. Et le nouveau... Go, bro! Ils sont allés chercher un Kingpin de chez Colgate Palmolive. Là, c'est une grosse compagnie. Ils sont allés chercher un Kingpin pour redresser ça. Et le Kingpin a dit quoi? Il dit 2024, c'est une année décisive pour Impossible Foods. Donc, Bill Gates qui pousse là-dessus énormément. Donc, il pourrait avoir un crash. Ça se peut que ce soit la dernière année de cette compagnie-là. Vive les cochons! Les bœufs ont gagné la bataille. Yes, vive les bœufs, vive les vaches, vive les cochons, vive les orignaux, vive la viande. La viande. Yes! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Yann Sénéchal. Comment est-ce qu'il va, mon ami Yann? Top shape. Top shape. Good. Allons-y pour le bilan du week-end, mon ami Yann. Qu'est-ce qui te fait vibrer ce week-end? Qu'est-ce que tu as gardé comme sujet du week-end? Il y en a plus qu'avant, les sujets, on va se le dire, là, avec le web. On dirait la fin de semaine. Ben oui, tu as raison. On dirait que les médias sociaux font ça. On dirait que ça crée de la nouvelle. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que on dirait que c'est là qu'elle est créée, puis dans les médias, je vais de moins en moins vers le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la presse. Puis quand on regarde ça, c'est boring à mort.
ce qui se passe comme nouvelle, c'est maintenant créé sur les médias sociaux, là. Ah, carrément. Puis la fin de semaine, c'est rendu jeudi, vendredi. C'est vraiment là qu'il se passe absolument rien, on dirait, ces médias sociaux. Mais le lundi, c'est tout le temps une journée hot. Puis la fin de semaine, on dirait que c'est plus du travail de réflexion qui se fait, puis tout ça. Moi, ce que j'ai retenu, ce qui a été gros au Québec, ça a été le fight entre Isabelle Haché et Mathieu Bock-Côté. Ça, je pense, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Il y a plusieurs choses dans ce petit fight-là qui se fait à la base avec 2 textes. Là. C'est Isabelle Haché qui fait une longue recherche, un peu botchée, mais bon, on va dire longue recherche sur le livre de Bock-Côté, nous présente ça comme un travail journalistique incroyable, et la réplique de Bock-Côté dans son propre journal. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient un peu à une époque où est-ce qu'il pouvait avoir une fight médiatique de ce genre-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus au Québec. C'est un débat, sacrément. Imagine-toi, Jeff, on a vu un débat en fin de semaine. C'est un oiseau en voie de disparition. Ben, c'est pas un débat, c'est un échange d'articles. Il y a personne qui va parler à personne, il n'y a personne qui va se relancer. Ils se sont fait des articles où ils se sont pinés un et l'autre, mais je comprends que pour le Québec, déjà, c'est déjà gros par rapport à d'autres. Non, c'est gros par rapport à la norme. Nous autres, le livre de Bock-Côté, Frank l'avait lu. On a reçu Mathieu en entrevue. Il y a des éléments qui sont repris dans son livre, qui sont repris par plusieurs, dont Jeff Caron, dans son propre livre Homo Superstes. La thèse de Bock-Côté est assez simple. Oui, le titre est spectaculaire. Le totalitarisme sans le goulag. Tout le monde comprend que c'est fait pour vendre un livre. C'est toujours ça. Là. Un titre où ça accroche, sinon tu vas passer dans le beurre. Ben, exactement. Fait que de l'accuser d'exagérer son titre, c'est un peu louche. Là. Mais la thèse de Bock-Côté est relativement simple. Puis ça, ils font jamais ça dans le journal, les autres. Non. Okay. Ce qu'on va parler de là, il y a plein de gens qui écoutent présentement le podcast et qui vont dire ouais, je connais des collègues je connais des gens que. Surtout les gens qui travaillent dans des grandes organisations. C'est pas quelque chose qu'on vit beaucoup dans les PME, mais quand on travaille dans une grande organisation, mes amis qui travaillent dans des grandes organisations, le livre de Bock-Côté leur parlerait beaucoup. Toutes les formations qu'ils doivent subir par rapport au langage inclusif, par rapport au territoire non cédé, toutes les affaires de genre, les théories du genre qu'on applique, ainsi de suite. Si tu oses lever le ton dans une entreprise et dire « Hey, ça, là, c'est de la merde. Je veux rien entendre parler de ça. Votre formation, j'ai pas le goût de la faire. » Tu passes dans le bureau des RH, c'est sûr. Là. Oui. C'est sûr à 100% que tu passes dans le bureau des RH. Puis tu peux faire une infraction. Tu peux en faire une deuxième. Si tu en fais une troisième, tu vas te faire crisser à la porte. Là. Fait que ça, est-ce que c'est un régime totalitaire qui provient du gouvernement? La réalité, c'est non. C'est un peu le titre de son livre, c'est ça, le totalitarisme sans le goulag. On comprend que c'est pas l'État policier qui vient te chercher et dit « Hey, t'as fait une contravention de style avec la théorie des genres. » L'affaire, c'est qu'on veut que vous vous conformez. Puis la manière de se conformer, c'est de vous menacer à tout bout de champ d'avoir des sanctions à votre emploi. Autrement dit, on dévalorise la rébellion. On dévalorise le fait que vous pouviez avoir une opinion contraire. On rend ça tellement pénible, le chemin de croix à parcourir pour se tenir debout, qu'on fait en réalité que les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent naturellement parce qu'ils sont humains, puis parce qu'il y a un calcul qui est fait inconsciemment dans leur tête, de juste s'abstenir, de juste pas parler, de dire OK, c'est quoi vos niaiseries encore aujourd'hui? Puis on les subit, ces formations-là. On les subit en silence. Puis la plupart des gens choisissent de se taire parce que le coût politique à s'affirmer est trop élevé, parce que leurs emplois sont menacés. Si vous dites que ça n'existe pas au Québec, je veux dire, vous êtes dans le champ. Là. C'est même pas parti du Québec. C'est quelque chose qui est parti des États-Unis à la base. Oui, mais j'ai lu le texte d'Isabelle Haché. J'ai compris son texte. Celui de la réponse de Mathieu Bock-Côté, je dois dire que j'ai de la misère à suivre. Il y a beaucoup de mots, là, ça allait trop vite pour moi. Peut-être que j'étais trop football, là, mais j'ai eu de la misère à suivre. Là. J'ai trouvé ça pas clair. Anyway. Mais elle, là, elle n'a pas répondu à son livre. Elle n'a pas parlé du fond. Elle a trouvé des exemples que lui prend pour essayer de justifier son livre. Puis elle a dit, cet exemple-là qu'il donne, c'est pas bon, c'est pas ça qui s'est passé, voici ce qui est arrivé. Non. Elle a pris 3-4 affaires de même. C'est sûr que ça nourrit beaucoup la clientèle de la presse, ça nourrit beaucoup les adeptes de ces pratiques-là. Ça nourrit beaucoup la clique, la même crise de clique tout le temps. On connaît l'affaire, là.
Mais, je veux dire, moi, j'aurais même pas perdu mon temps à répondre à Isabelle Haché. Sérieux. Pour moi, Isabelle Haché, moi, je l'ai eu d'impact une couple de fois. C'est une activiste pure. OK, c'est une activiste pure. C'est quelqu'un qui n'est même pas capable de prendre l'ouvrage et de se poser la question si c'est vrai que ça existe. Comme toi, tu viens de l'exposer. La réalité, c'est que si elle le fait, puis elle le sait. La conclusion est écrite d'avance. Ben oui, la conclusion est écrite d'avance. Mais elle le sait que qu'est-ce que lui veut dire dans le livre, que ça existe. Ils le pratiquent eux-mêmes à longueur de journée. Tu sais, si on exclut toutes les histoires dans les entreprises, dans les médias, c'est autre chose. Dans les médias, le goulag, il arrive par les étiquettes. OK? Oui. Et les étiquettes, il arrive maintenant, l'étiquette, il y a 2 étiquettes qui sont utilisées à tour de bras et qui risquent, d'après moi, en 2024, de perdre un peu de power. C'est l'extrême, le mot extrême droite, extrême ci, extrême ça, toujours du même côté de la patente. Mais t'es passé date, on est rendu à l'ultra-droite. Ou l'ultra-droite. Ah. Et l'autre affaire, là, leur étiquette préférée maintenant, c'est l'utilisation à tout ce qui est en dehors de ce que les gens... tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont automatiquement des complotistes. Ça a commencé pendant la COVID. Les gens qui voulaient que la COVID finisse, mais Chris, la COVID n'est pas finie. Parce que le mot complotiste maintenant est utilisé à toutes les sauces. La minute que quelqu'un n'est pas dans leur gang, ben c'est une forme, ça, de totalitarisme sans goulag, sans... Ben oui. Mais on est étouffé, on est étiqueté, on est rabaissé, on est éliminé. Je veux dire, Chris, si on n'a pas de web, si on n'a pas la technologie, on est plus là. Tu sais, moi, je travaille dans un entrepôt là, parce qu'ils m'ont éliminé. De faire semblant que c'est juste des petites erreurs, des faits, puis des petites choses là, qui ne sont pas assez précisées, c'est pas ça le fond de l'histoire, Joël Vert. C'est surtout que l'argument qui est utilisé est extrêmement fallacieux. Tu sais, on dit principalement, Mathieu Bock-Côté est la preuve lui-même que ça n'existe pas le totalitarisme sans le goulag, parce qu'il peut s'exprimer sur toutes les tribunes qu'il veut. Bon, premièrement, c'est principalement concentré à Québécois. Deuxièmement... Puis Québécois, là, un peu, Québécois, j'aimerais préciser une chose. Québécois, là, non, c'est pas ça. C'est que c'est un ami personnel de PKP depuis toujours. OK? Ben oui. Lui, puis le frère à Stéphane Bédard, Éric, que je connais depuis tout le temps. Éric Bédard, puis il y en a un autre aussi, là, qui sont c'est des très proches. Donc, lui, il est protégé par le patron, le dieu de Québécois. Si c'était... parce que, tu sais, c'est pas Richard Martineau, c'est certainement pas lui qui a beaucoup de clics. Si c'était un autre boss, probablement qu'il serait plus là. Mais entre toi et moi, Radio-Canada ne l'engagerait pas, la presse ne l'engagerait pas, il n'y a personne qui engagerait ce gars-là. Donc, il est pas mal étouffé, moi, je pense. Puis l'argument vient un peu à dire, si Bock-Côté présentait l'argument, par exemple, un jour on va tous mourir, ou la mort est inévitable, mais l'argument d'Isabelle Haché est un peu comme dire, regardez, il respire, il a tort. Non, c'est ça. Vous comprenez un peu ce que je viens de faire? Oui. Puis quand on arrive puis qu'on dit, par exemple, non, ça n'existe pas, il n'y a pas des gens qui sont interdits dans les médias, Mathieu Bock-Côté en est la preuve. Ah ouais? Joanne Marcotte? Combien de personnes ont eu le livre de Joanne Marcotte entre les mains? Combien de personnes l'ont contacté pour une entrevue, à part Mario Dumont? 0. Puis c'est pas ça qui est arrivé à Joanne Marcotte. Le livre n'est pas de qualité. Vous êtes dans le champ. Le livre est de qualité. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se fait, ces affaires-là. On est au courant que ça se fait. Même Mathieu Bock-Côté, jusqu'à tout récemment, il n'y avait personne qui avait daigné parler de son ouvrage. Exact. Le problème que la gauche médiatique avait, c'est le suivant. Ils ne savaient pas quoi faire avec, puis ils n'avaient pas le goût de le lire. Parce que la gauche, ce qu'elle aime, c'est débattre sans débattre. C'est d'avoir un débat sans combat. Ils veulent d'office gagner le combat en étant capables de discréditer quelqu'un. Ils aiment ce qu'ils ont fait en fin de semaine. C'est pour ça que je te disais tantôt que c'était pas vraiment un débat. Ils aiment mettre knock-out quelqu'un qui n'est pas dans l'arène. C'est ça qu'ils aiment. Fait que là, ce que Isabelle Haché vient de faire, c'est qu'elle vient de rendre service à beaucoup de gens. Maintenant, les gens vont être capables de dire, quand ils vont avoir un auditeur, ils vont leur dire, pourquoi vous ne parlez pas du livre de Mathieu Bock-Côté? Pourquoi vous ne parlez pas de ces sujets-là? Ils vont dire, hey, regarde, là. Mathieu Bock-Côté, c'est un polémiste. Quand il arrive pour présenter ses affaires, il n'est même pas capable de faire ses enquêtes journalistiques comme du monde. Isabelle Haché a démontré que c'était toute de la merde, son livre. Parle-moi pas de ce livre-là. Oui, c'est ça. Le débat est fini, là. Oui, c'est ça.
C'est juste ça l'utilité de tout ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est d'être capable de combattre Mathieu Bock-Côté sans même avoir à lire le livre. C'est ce qu'ils font avec nous depuis tout le temps. Les seules fois qu'ils parlent du monde du podcasting, les seules fois qu'ils parlent de Jeff Fillion, les seules fois qu'ils parlent de Radio Pirate ou de Radio X à l'époque, c'était pour dénigrer ce qui était fait à l'intérieur. Quand il y avait une bonne entrevue de qualité qui était faite, est-ce qu'on en parlait? Pas pantoute. Non, puis on nous a démolis sur tout, mais finalement, pendant la COVID, je veux dire, si on reprend tous les podcasts qu'on a fait et on les écoute, on est probablement 80% right on target et on avait raison. On les a battus sur toute la ligne et ils continuent à nous faire passer pour des spécimens un peu weirdo qui racontent n'importe quoi puis qui sont des genres de gourous sectaires, comme j'ai entendu hier à Tout le monde en parle, une gang de crinqués qui continuent de se faire à croire qu'ils avaient tout le temps raison. Ça, tu sais, je veux dire, ils sont un peu nono, là, on va se le dire. Notre classe médiatique est un peu... tu sais, je veux dire, tous les médias du monde entier sont tous du même bord ou à peu près. Ils ont toutes la même maladie. Là. Mais nous autres, ça vole pas haut comme qualité de monde là-dedans. Là. Tabarnache. Tu sais, je vais te dire, comme tu as dit tantôt, 24 ans de Dufort pour la fin du monde et je sais pas trop quoi, là. C'est quoi le titre de l'émission? C'est Infoman. Infoman. 24 ans d'Infoman. Tabarnache. Ça vole pas haut. Là. Notre qualité de gens dans les médias. J'entends Paul Larocque nous parler de Tucker Carlson. Je veux dire, tu peux avoir ton point de vue sur Tucker Carlson, mais dis-moi pas une affaire de même. Il faut comprendre qui est le personnage, Tucker Carlson. Disons-le, c'est un bouffon d'extrême droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi. Il l'a-tu écouté? Il l'a pas écouté! Puis tu sais, à un moment donné, venez pas me faire croire que vous en faites pas du spectacle, vous aussi. Tu sais, je veux dire, la cote qui va être retenue de Tucker Carlson, éventuellement pour le discréditer, pour dire que ce gars-là, c'est un extrémiste, ça va être comme le titre du livre de Bock-Côté. Oui. Quelque chose qui est là pour vendre. Mais êtes-vous capable d'aller plus loin puis dans l'écoute de l'argument de l'autre? Ou vous arrêtez juste au bout marketing? Vous faites tout ça. Vous écrivez un article journalistique qui est un peu correct, qui est bien fait, puis tout ça, puis vous mettez un petit provocateur en haut pour qu'il y ait des clics dessus. Allez pas dire que vous faites pas ça, vous faites la même affaire. Mais tout le monde fait ça. Mais c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour Mathieu Bock-Côté en fin de semaine. Tu vas me dire qu'ils ont peut-être utilisé 500 mots, puis ça, c'est 8 secondes. Mais c'est la même affaire, pareil. C'est pareil. Donc, voici. C'est un cave, c'est un bouffon, c'est un extrême droite. Il raconte n'importe quoi, puis il se prend au sérieux. Point. Mais ça ne marche qu'avec un public. Ça ne marche qu'avec un public captif que tu as prisonnier dans ton channel de TV. Donc, à un moment donné, ce public-là, il tend à disparaître et ce ne sera plus le public principal au Québec. Maintenant, quand tu arrives, tu regardes le monde de l'Internet, comment ça se passe présentement. Christy, on ne peut pas faire des affaires aussi niaiseuses que ça puis avoir du succès sur les réseaux sociaux. Parce que les gens veulent plus, les gens veulent apprendre des choses, les gens veulent être divertis, mais ils veulent quand même de quoi d'un peu plus profond que ça, de juste discarter. Puis, étonnamment, les gens aiment pour de vrai qu'il y ait des débats avec des gens du clan adverse. Notre meilleure entrevue, nous autres, c'était avec Mathieu Bock-Côté. Puis à tout moment dans l'entrevue, il dit qu'il y a trop d'immigrants au Canada ou au Québec, en sachant pertinemment que moi et Frank, on n'a pas cette opinion-là. Puis nos auditeurs n'ont pas cette opinion-là. Mm-hmm. Mais nos auditeurs qui n'ont pas nécessairement tous cette opinion-là sont contents de l'entendre pareil. Oui. Les gens les gens veulent juste que ça revienne comme c'était avant. Ouais, mais je veux te dire, ça fait longtemps que je fais ça, là, puis la gauche, elle n'a jamais voulu débattre. Là. C'est pas arrivé il y a 5 ans, ça a toujours été ça. La droite, où les gens qui pensent autrement qu'eux autres ont le goût de jaser, ils ont le goût d'entendre, ils n'arriveront pas là avec, regarde, moi je vais te dire c'est quoi que je pense, puis c'est moi qui ai la vérité, puis etc., etc. Ils vont arriver avec une bonne attitude, puis ils vont peut-être même changer leur fusil d'épaule une fois que l'entrevue sera finie. Mais eux autres ne sont pas capables. Eux autres, ils n'ont pas cette humilité-là. Eux autres sont certains qui ont la vérité, sont certains que leurs valeurs sont les meilleures. Nous autres, on est tous des tout croches. Donc, c'est pas vrai qu'on va aller leur faire le plaisir d'aller débattre avec eux. Mais Christophe, cette polarisation-là, cette séparation-là, c'est ensuite, ils se demandent pourquoi elle est là, puis pourquoi de plus en plus c'est ça. Ben c'est exactement par des comportements de même qu'elle grossit, qu'elle devient de plus en plus un problème. Criff, on n'est pas capable de se parler. As-tu vu José Legault en fin de semaine? Ou le vendredi, samedi, je ne me rappelle plus exactement quel jour. Elle arrive, elle applaudit derrière Justin Trudeau.
il a bien fait de maintenir l'état d'urgence, puis ils font bien d'aller en appel. Ouais, mais José, t'es-tu lu? Hey, moi, là, j'ai fait En fait, je pense que c'est jeudi que j'ai fait ça. Moi, je suis sur Twitter. Je vois ça passer. Puis là, je vois des gens, des pirates qui textent « Hey, as-tu vu le texte qu'elle a écrit en 2020 pour dire que Pierre Elliott Trudeau n'a pas été correct de mettre les lois des mesures de guerre en 1970 avec le FLQ, puis qu'on devrait s'excuser de ça? » Oui, as-tu lu ce texte-là? Oui. Là, tu vois après ça, « Hey, as-tu vu le texte où est-ce qu'elle supportait Ouais, les étudiants de 2012? » Il y a une couple de fatigants qui trouvent tout, là. On les connaît, là. Mais c'est parce que là, on est en 2024, puis on a de l'intelligence artificielle. Sais-tu ce que j'ai fait, Jeff? J'ai pogné 3 textes. Je les ai sacrés dans GPT. J'ai demandé à GPT, fais-moi un texte de 600 mots qui démontre toute l'incohérence de José Legault. Je t'ai crissé ça sur les réseaux sociaux, puis ça a eu au-dessus de 20 000 views. Ben oui. Bienvenue en 2024, José. Ben oui. En 10 minutes, on est capable de te détruire. Là. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens un peu plus à droite, on a un défaut, on n'est pas beaucoup. On est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais on est quand même pas pire pour se servir de la technologie. On a un effet multiplicateur qui est beaucoup plus grand qu'on pense. Parce que sur Twitter, quand tu regardes ça comme faux, il y a des comptes qui ont 50, 100 000, 150 000 personnes qui les suivent, puis ils ont 0 reach. Peu importe ce qu'ils disent, ils ne sont pas capables de faire élever aucun tweet. Puis les fatigants à droite sont capables de brasser la cage un peu plus. Oui. Ça vous vient pas à l'idée pourquoi c'est comme ça? Oui. Regarde, parce qu'on est intéressant, peut-être aussi. Peut-être parce qu'on sait, on sait comment faire, on sait... Parce qu'il y a une cohérence. Et il y a une cohérence. Il y a une cohérence, exact. Les gens, ils disaient pendant la pandémie qu'on avait changé, alors qu'en réalité, on s'est toujours méfié de l'État. On n'a pas changé. Qui avait dit on ça a juste continué à se méfier de l'État pendant la pandémie. Ça qui avait dit ça, Yann? Qui disait ça? Ah, c'est des choses que je voyais. Les gens qui ont déjà fait partie de notre équipe et qui ont switché, là, Jérôme Landry, par exemple. Ah, OK, oui. Tu vois un peu l'idée? Oui. Ah, on ne se reconnaît plus dans la droite. Peut-être eux autres plus qui ont changé, pas nous autres. Là. Ben, écoute, moi, je me suis toujours méfié du gouvernement. Quand on est rentré dans la pandémie, je me méfiais du gouvernement. Ça m'a permis d'être plus sceptique plus rapidement, puis ça m'a permis de voir un peu plus de bullshit que les autres. C'est-tu si grave que ça, d'être sceptique envers le gouvernement? Mais non, on n'est plus assez sceptique comme société. On est trop lâche maintenant. On prend tout pour acquis quand ils nous présentent de quoi. Ah oui, c'est ça, c'est beau, go. C'est un de nos problèmes. Je sais que ça prend un effort. Je sais qu'il faut fouiller. Je sais qu'il faut regarder c'est quoi les contradictions qui ont été faites à ce sujet-là ou n'importe quoi. Je sais qu'il y a de l'effort derrière ça. Mais on est condamné à être sceptique. Il ne faut jamais prendre tout ce qui nous présente comme étant de la vérité. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. Intérêt. Ils n'ont juste pas intérêt à nous dire la vérité. Ils n'ont pas intérêt zéro. Puis tu sais, t'arrives avec dimanche, PSPP qui sort et dit « Ah là, il fait la grosse sortie sur le temps des écrans des enfants, identifie un problème qui est réel et amène peu de solutions, mais il veut surtout en parler, ainsi de suite. » Mais l'objectif était d'aller chercher le vote des boomers. Mais ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est que ça fait même pas 12 jours qu'Emmanuel Macron faisait son allocution en France par rapport à ce sujet-là. En plus d'être médiocre, on n'est que des copycats au Québec. C'est pendant la COVID, Jerry me disait souvent, si tu veux savoir les bulletins de 1 heure, là, les genres de conférences de 1 heure, c'est toujours les choses qu'il y a en France entre 1 semaine et 10 jours. C'est pas vrai qu'ils écoutent CNN la nuit. C'est pas vrai qu'ils checkent Fauci. Ceux qui checkent, c'est Macron et les Français. Exactement. C'est le même que ça se passe. Mais ça, encore là, c'est du manger mou pour une clientèle. Cette clientèle-là est sur le point d'expirer. Et le fond, tu le sais, là. Le fond, tu ne pourras jamais essayer de... Le seul moyen, c'est d'essayer de contrôler les fournisseurs d'Internet puis de nettoyer le web comme la Corée du Nord ou la Chine le fait. Ils réussiront jamais. Tu ne peux pas mettre des genres de caméras qui surveillent des maisons ou qu'il y a des routers qui sont programmés par le gouvernement. Tu veux dire, cette histoire-là, c'est du vent, là. Mais ce que Macron dit, lui, c'est il faut empêcher les gens d'être trop sur leur écran parce qu'ils viennent à plus penser comme nous et ils nous challengent et ils deviennent donc des complotistes. Mm-hmm. OK, lui, c'est son point. Mais PSPP, c'est un peu ça aussi. Twitch, YouTube,
les réseaux sociaux. On l'a vu là, au Canada, où ce que les écoles sont gangrénées par la gauche et les socialistes. Les médias qui leur parlent encore sont gangrénés par les socialistes. Malgré ça, les 18-34 ans, j'exclus le Québec, là, les 18-34 ans au Canada vont voter majoritairement pour Poilievre. Il y a quelque chose qui se passe avec lequel il y avait un certain contrôle avec les médias traditionnels qui fonctionne encore avec les boomers, mais qui ne fonctionne plus pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, comme le dit Robert Kennedy Jr., il a dit « Prenez vos parents, faites-leur écouter des podcasts, qui écoutent Joe Rogan. » Il dit « Moi, je suis plus populaire avec les jeunes que les vieux. Pourtant, la clientèle naturelle pour moi, c'est les vieux. Mais il dit les vieux écoutent les vieux médias. Tandis que les jeunes sont sur TikTok, sont sur Twitch, sont sur... Donc, ils apprennent l'anglais, OK, par le web. Ils voient des affaires qu'ils ne voient pas, qui leur sont comme cachées ici. Puis, là, à un moment donné, le gars, il sort, il a 24 ans, tu dis, il sort d'une famille de gauchistes, socialistes, péquistes. Puis le gars, il commence à garrocher des affaires au souper. Puis là, sa mère le regarde et elle dit « Mais c'est quoi qui se passe avec toi, toi? » Ben, il se passe moi rien que moi. C'est parce que lui... Si tu veux foutre la merde, dis que Hydro-Québec est mal entretenu puis c'est une compagnie en débandade. Ben, c'est juste t'as juste à faire la même affaire. T'as juste à dire des petites affaires de même qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qu'il veut contrôler, PSPP, là. Tu sais, oh oui, l'embonpoint, Chris, entre toi puis moi, pendant la COVID, l'embonpoint, le PQ, des enfants. Ils s'en sacraient des enfants. Tu sais, je comprends que les jeunes bougent moins, mais c'est un paquet de facteurs pourquoi ils bougent moins. Oui, les écrans, mais il y a d'autres choses aussi, là. Puis, tu sais, c'est un problème qui est réel, les écrans pour les enfants avec les adolescents, j'en suis parfaitement conscient. Par contre, c'est un problème qui doit être géré au niveau parental. Ben oui. Tu sais, c'est un problème qui faisait partie des salles de classe. Tout le monde comprend, dans ma tête, que le professeur pouvait bien établir les règles qu'il voulait dans sa classe par rapport à l'usage des téléphones cellulaires, puis que si un de mes enfants se faisait mettre au local de récupération parce qu'il avait utilisé son cellulaire sans le consentement du prof, je vivais très bien avec ça personnellement. Ce qu'on n'avait pas besoin, c'était d'une directive étatique qui venait directement du ministre. Regarde, mes enfants sont allés au séminaire Saint-François, c'était ça. Puis, à un moment donné, il y en a une qui a eu une réprimande. Puis, je dis, regarde, so be it, tu avales ta gomme, puis c'est tout. Là. Mais là, ce qui nous manque au Québec, c'est la connaissance générale pour comprendre que la planification centrale par les décideurs, c'est ce qui nuit à tout. Arrêtez de demander au gouvernement de régler des problèmes. Le problème de PSPP, c'est pas d'avoir mal identifié un problème. C'est de vous offrir des solutions et de penser, vous, comme parent, que cette solution-là va vous aider réellement. Non, c'est ta job. Remets pas cette job-là dans les mains du gouvernement. C'est ta job. Mais honnêtement, il n'est pas allé chercher le vote d'aucun parent avec ça. Il est allé chercher le vote des boomers au Tim Hortons qui disent « Hey, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps pognés sur les cellulaires. Les cellulaires, ils sont tout le temps collés là-dessus. Oui. Chris, toi, t'es tout le temps sur LCN, puis on t'achale pas avec ça, ça va exact. Voilà. Est-ce que si on fait ça, on fait la même chose avec les boomers pour la TV? Ben, on pourrait. Bon. Moi, je déploguerais LCN, ce serait une demi-heure par jour dans les CHSLD. Ben non. On peut-tu faire ça? Ben non. Quand Jerry a essayé de changer le poste chez un concessionnaire, puis ça a duré 10 minutes. Ça a duré 15 minutes. La secrétaire est venue remettre ça à LCN. Il avait changé de poste. Oui, moi, j'étais plus capable. Regarde. C'est abrutissant. Il était genre 10h10 le matin, puis c'est pas à 10h Dumont. Oui. Dumont, c'est top. Non. C'est à grincher des dents. Dumont, il est très décevant. C'est un gars très décevant. Hey, merci, Yann. Puis on se reparle la semaine prochaine. Frank et Yann sur les podcasts. Et Yann travaille pour les pirates qui ont de l'argent quelque part. Oh, il voit l'ouvrage. Il voit l'ouvrage en ce moment-là. Donc, votre conseiller.net également pour le chum Yann. On vient. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. And his name is Max Truman. Max! Actualité et opinion sportive.
J'aime les vestiaires. J'adore le vestiaire. Je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur show de sport au Québec. Point, peu importe. Quand Max est là, c'est le fun. Quand Les est là, c'est le fun. Quand Dodd est là, c'est le fun. Jerry met de la couleur, etc. Je pense qu'on a un super de bon. Mais j'aime ça pogner les boys individuellement aussi. J'aime ça pour avoir mon Dodd News. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le Truman Show. Max, t'es là, mon ami. Max, comment tu vas? Ça va bien, Mike Dupuis. Qui est Mike Dupuis? Mike Dupuis. C'est qui ça, Mike Dupuis? Mike. J'ai été rebaptisé. C'est quoi l'histoire? Ouais, écoute, puis les gens qui nous écoutent sont sûrement pas très nombreux à connaître Mike Dupuis. C'est une saison, c'est la saison 4 de Alerte, qui est une série, je pense, à TVA. Ma blonde écoute ça, fait que des fois, avant de me coucher, j'écoute un peu. Puis depuis 2 semaines, ils ont créé un personnage, un animateur de podcast qui s'appelle Mike Dupuis. Il prône la liberté, soyez libre. Puis là, tu sais, c'est rempli de clichés ultra cheap. Et je me demande pas s'ils se sont inspirés de toi. Je me demande à quel pourcentage ils se sont inspirés de toi pour faire Mike. Oh, liberté. Mais je pense que c'est au moins 60-70% de Jeff Fillion, un petit peu de Cossette Trudel, un peu de gens. Mais écoute, c'est une drôle de caricature. Allez regarder ça, là. Allez regarder ça. Alerte. Incroyable. Quoi de neuf à part ça? Ou allez pas. Toi, tu prends-tu... est-ce que tu as déplacé... Parce que là, le REM... Toi, t'es-tu sur la rive... T'es sur la Rive-Nord, toi? Ouais, je suis sur la Rive-Nord. Okay. Sur la Rive-Nord, à Montréal, mais... Prenez-vous le transport en commun, vous autres, à Québec ou quand tu vas en Floride? Ça vous arrive-tu? Non. Vous asseyez dans le transport en commun? Moi, je prends le transport en commun quand je vais en Europe. Moi, je prends le transport en commun si je vais au Grand Prix à Montréal, ça finit là. OK. Jerry, question, pourquoi tu prends le transport en commun quand tu es en Europe? Un, pour sauver de l'argent parce qu'il y a des locations de chars, ça pique de crime de bon sens. Et 2, pour l'efficacité. Ben, voilà. Quand je suis allé à New York, j'ai pris le métro puis tout ce qu'il y avait de transport en commun parce que ça me coûtait moins cher que de me pogner des taxis ou essayer de conduire dans la ville. Puis parce que c'était efficace. Sur Google, je me mettais mon chemin, ça me disait à quelle heure être là au métro. Puis le métro, il passait à cette heure-là. Puis 39 fois sur 40, il y avait de l'air clim, puis j'étais bien assis dans mon vieux métro de New York. Les trains, c'est spectaculaire. Ils vont dire, le train arrive à 9h34. Puis il arrive à? Il arrive à 9h34. Ben, c'est ça. C'est inimaginable. Tu te dis, sont au 30 secondes près, là. Est-ce que le REM est comme ça? Est-ce que le REM est capable de faire ça? Est-ce que le transport en commun à Montréal est comme ça? La réponse, c'est non. Puis le REM, c'est à Montréal, pire ça que arrive les quand autres. ça arrive, là. C'est ça. Puis... OK, tu le prends, puis tu dis, j'y vais, mais je sais pas comment de temps ça va prendre. C'est ça. T'sais, moi, j'étais allé à l'université en métro pendant 3 ans et demi. C'était pas de le faire en 3 ans, mais j'ai fait en 3 ans et demi, pardonnez-moi. Je savais jamais à quelle heure mon métro y allait arriver. Je sais que ça fait plusieurs années, là, mais c'était compliqué. Mais le REM, on est dans une autre ligue. Là. Ça coûte plus de 100 $ par mois. Je pense que c'est 140, 150. Puis là, tu es 4 jours de suite avec pas de service. Puis quand il y a des pannes, on te dit qu'on va amener des autobus. Finalement, tu te déplaces ailleurs et il n'y a même pas d'autobus. Je suis tanné parce que je veux le prendre, le transport en commun. Je vous le jure, j'ai travaillé au centre-ville l'année passée. Je voulais y aller en transport en commun. Moi, j'étais à Repentigny. C'était impossible en bas d'1h45, 1h50, si je suis chanceux. Je ne suis pas à l'autre bout. Faites une meilleure job. On va finir par le prendre. Arrête de me faire peur avec le climat, la consommation, la responsabilité sociale. Fais juste me donner un produit qui me coûte moins cher, qui est efficace puis qui me prend moins de temps ou à peu près le même temps. Je vais le prendre. Là, j'ai aucune raison de prendre le REM, puis il y a plein de monde qui le prendront plus. Fait que tu veux avancer, puis finalement, le monde va reculer. Fait que t'as marqué dans ton propre but. Geneviève Guilbeault a parlé aujourd'hui, elle a dit que c'est impératif que il faut que le système s'améliore. Oui, c'est bon. Un gros statement. Oui, c'est ça. Parce qu'elle dit les gens vont perdre, si ça continue, elle dit les gens vont perdre confiance. D'après moi, c'est déjà fait. Là. Je pense que c'est déjà fait, Geneviève. Oui. N'importe quelle entreprise, Jeff, Jerry. Y a-t-il une place où on va être bon? Qu'est-ce que je t'en ai? J'ai hâte que quelque chose réussisse. Non, mais si t'es ministre, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. C'est pas ça qu'il faut que tu dises. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, il y a une autre. Faut que tu prennes la technique, comment il s'appelle, Millet, là, le gars. Regarde. Il y a une autre manière de parler. Tu dis le rack à gosse. Le rack à gosse. S'il ne mange pas d'ici 2 semaines, on calisse tout le monde dehors. On calisse tout le monde dehors. Le rack à gosse, quand on va le repartir, il marche pas, là. Il marche plus.
OK, on l'arrête tout ça. Quand on va le repartir, il va marcher. Sinon, on ne le repart pas. OK, tu sais qu'on est dans un monde ouais, mais on l'a utopique mis qui des aurait pas dit milliards, ça, là. on l'a mis des milliards. C'est encore les... Quand le rack à gosse, on va le repartir, il va fonctionner. C'est tout. Y a quelqu'un qui va payer pour ça? On met des autres. Y a- Ben non. y a quelqu'un qui va payer- quelqu'un va perdre sa job? Ben non, c'est jamais ça. C'est jamais la faute de quelqu'un. Regarde, moi, là, j'ai calisserais tout dehors, là. Puis je ferais comme toi, je prends une pause, j'ai calisserais tout dehors. Il y en a combien? Une quinzaine, une vingtaine. Tout du monde à 250, 300, 325 000. T'es calisse tout dehors. Puis je vais me chercher un Top Gun chez Disney. OK. OK, Oui, c'est ça. pas juste un Top Gun chez Disney. Je m'en vais à Orlando, puis je vais voir le top ou le deuxième, je dis, toi, tu t'en viens. Chris, on va à Disney. C'est... Le monde qui marche dans le parc, c'est des souris avec des gants blancs et des grandes oreilles. Tabarnak! Puis le train, le genre de métro en surface, il est tout le temps à l'heure. Les bateaux pour te transporter sont tout le temps à l'heure. Tout ce qu'il y a à travers les parcs, les autobus, les affaires, pour aller à l'hôtel, tabarnak, ça tourne de même. Tu n'as même pas besoin de char quand tu t'en vas sur le site de Disney, si tu restes dans un hôtel ou dans un Airbnb. Ça roule, c'est l'enfer. Et c'est le même depuis 30 ans, 35 ans, aller chercher le Top Gun chez Disney. Mais c'est normal. Pourquoi on parle de ça comme c'est extraordinaire? C'est normal. Parce qu'il n'y a rien qui qui marche. un service. Ben pourquoi? Mais mettons, là, je fais un lien. Moi, là, j'ai des serveurs dans les coulisses. Je m'engage pour vrai à ce que 99,9% du temps, ils soient up. Et on a nos stats, on est 99,98% up à la fin de l'année. Mes utilisateurs ne payent même pas. Ça leur coûte zéro. Puis il y en a qui mettent un hostie de adblock puis qui me rapportent même pas une scène. Oh. Je m'en crisse, je leur offre un service, OK? Puis si j'étais 4 jours à ne pas offrir de service, je serais en tabarnak. Après le premier jour, après le deuxième jour, j'appellerais mes serveurs, je brasserais quelqu'un. Si c'est encore le cas après 3 jours, je m'en vais. Oui, puis si c'est encore le cas après 4 jours, c'est clair que je peux avec eux autres, puis c'est clair que je fais je dépose une facture supplémentaire, je vais avoir de l'argent, je veux des réparations. Pourquoi c'est pas de même dans le vrai monde au Québec? Puis les 4 dernières pannes qu'il y a eu, là, en fin de semaine, c'est pas compliqué. Il y a une patente de déglaçage sur le pont Champlain. Mais les 3 autres pannes, c'est des patentes informatiques. Calvaire de Chris! Non, t'as une minute. Là. Puis on s'entend là que je sais pas comment tu marches, mais j'ose croire que tu as pris un contrat avec une firme qui se spécialise pour que tu puisses mettre ton site sur ce site, sur ces serveurs-là. Donc, tu as pris des gens qui sont dans l'industrie, puis qui ont des spécialistes, puis ils ont beaucoup de clients. C'est-tu comme ça que tu fonctionnes? Oui, ben c'est un ami qui est parti d'une boîte, qui connaît ça. Il travaille pour le gouvernement est hébergé sur ses serveurs. Bon. Je sais que c'est pas d'être une bonne nouvelle, ça n'en est peut-être pas une, mais je veux dire, c'est une entreprise fiable. Je connais la personne, j'ai une relation, ça fait 15 ans avant. Mais dans le monde de ça, là, on est, je sais pas pourquoi, on essaie toujours de, je sais pas, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je mettrais ma main au feu que la patente informatique, c'est une solution homemade. Il y a une solution homemade. Parce que nous autres, on a toujours nos gugus qu'on... Ouais, mais crée pas ça pour rien. Ça va te coûter 80 millions. Il y a un service disponible vendu par Salesforce. Ça va te coûter 1 million par année de l'avoir, telle affaire. Nous, il faut toujours créer nos bebelles tout croche qui deviennent complètement dépassées après 2 ans, 3 ans. Nous autres, c'est l'inverse, Jeff. T'sais, nous autres, on est rentrés sur des serveurs. Ça nous coûte un petit peu plus cher certains mois, moins cher d'autres. C'est des serveurs cloud. Là. Ça existait aux États-Unis, c'est rentré ici. Je veux dire, on paye pour avoir un service qui, quand c'est beaucoup, beaucoup achalandé, je sais que j'ai la paix. On va me charger un surplus parce que, je sais pas moi, la date limite des transactions, on va me coûter peut-être 3 fois mon prix en serveur, mais c'est une compagnie qui est fiable, qui existe, qui sait ce qu'elle fait. Puis ça me coûte un peu plus cher qu'une autre. Pourquoi au Québec, on va... Tu sais, c'est grave, là. On est toujours au plus bas soumissionnaire. Ouais. On n'est jamais au plus qualité. On n'est jamais à celui qui a les meilleures réputations. On est au plus bas soumissionnaire. Comment tu vas avoir de la qualité après? Oui. Regarde. Enfer. Hey, on a des sujets en tabarnache, là. On n'est pas obligé de tous les faire, là, mais... il y a plusieurs que j'ai hâte de savoir.
Je veux d'abord que tu me dises où est-ce que les gars du CH sont allés. Ça, c'est drôle. Puis, tu sais, vous savez, là, je suis abonné aux blondes des gars du CH. Là, c'est la pause, dans le fond, ils appellent ça le bye week. Là. On n'a pas de match pendant une semaine. Après ça, c'est le match des étoiles. Fait qu'on a 2, 3, 4 autres jours de congé. Bref, Canadien a 9-10 jours sans game, 7-8 jours sans entraînement. Il n'y a pas des équipes qui ont quasiment 2 semaines? Il y a des équipes qui ont un petit peu plus long. Il y en a que leur bye week va être après le match des étoiles. Le Canadien, ça va donner quasiment 2 semaines si on enlève un match. On a un maudit match au retour, genre le mardi. Après ça, on ne joue pas après je pense que c'est le samedi. Drôle de cédule, drôle de calendrier, mais allez voir sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, ça peut changer. Mais pour l'instant, il n'y a pas un gars qui dit qu'il est où. Ils sont tous en vacances, on le sait. Là, ils sont partis avec des 3 valises au lieu d'une valise quand ils sont allés à Pittsburgh vendredi dernier. Mais il n'y a pas un gars. C'est comme si le Canadien avait dit hey, mettez pas d'image de la plage. Faites pas chier là, nos fans là, parce qu'eux autres, ils travaillent, sont dans la neige. Ils n'ont pas trop d'images sur les réseaux sociaux. Là. Mais si tu es abonné aux blondes, tu comprends exactement où ils sont. Je veux dire, même la blonde à Brendan Gallagher. Brendan Gallagher va se tenir tranquille là, après le coup. Coup stupide qu'il a fait l'autre soir, tu sais, lui, c'est sûr qu'on lui a dit de se tenir tranquille, mais sa blonde, elle, on n'a aucun lien sur elle. On n'a pas de contrôle. Fait qu'elle est dans le sud, elle nous met des images. Je pensais qu'il était venu à Québec pour le carnaval. Ouais, ils viennent pas à Québec de carnaval? Non, ils viennent pas pour Québec. Ça, il mettrait des photos. Ouais. Ça paraît bien. On fait le tour du Québec, puis on est québécois. Et où tu sais pas? Ouais, non, je sais pas, mais il fait vraiment soleil. Puis tu sais, c'est pas un 3 étoiles à Cuba, là. C'est excessivement beau. Je sais pas. Souvent, ils vont au Mexique. Tu sais, des fois, ils pètent pas le Guadeloupe et rien. Souvent, les gars du Canadien vont souvent au Mexique. Ils vont prendre quelque chose de simple parce que c'est moins compliqué. Il faut qu'ils reviennent. Là. Exact. Puis, tu sais, mettons, tu as un problème avec ton vol. Salutations à mon chum. Ouais, j'ai un de mes chums qui est rendu là, ça fait 36 heures qu'il est à Cancun, 2 délais, des heures à l'aéroport, etc. Mais quand tu as un problème à Cancun puis que tu as de l'argent, tu peux te revirer sur un 10 cents. Quand tu as un problème à Saint-Martin ou en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, c'est plus compliqué un peu. Ouais. T'as-tu écouté le football en fin de semaine? T'as-tu écouté ça à RDS comme l'autre fois? Ben, t'as switché un peu plus avec Jim Nance et Tony Romo. Arrête. Je le sais, mais attends. Une chose à la fois, moi, je suis un gars de hockey et de soccer. J'écoute du football. J'ai écouté tous les matchs des séries. Donne-moi le temps. Je sais. Tu sais, je suis embarqué. Donne-moi le temps. Là, je suis en français. Dimanche soir. Puis, je sais pas, hier, tu sais, toi, vous l'avez pas écouté RDS, personne d'entre vous trois, même personne n'a écouté ça RDS, genre, je suis tout seul? Non, t'es probablement tout seul. Il y avait un petit peu moins de pub Depress. Je sais pas si quelqu'un... upgradé pub. Ouais, il y avait moins de santé mentale, suicide, changement climatique, avocat pour XY chose, sécurité routière. J'ai l'impression qu'on a... Le message s'est rendu. Peut-être pas le mien, mais je devais pas être tout seul. J'écoute du foot. Oui. C'est dimanche après-midi puis c'est dimanche soir. C'est pas là que je veux réfléchir sur je suis une bonne personne puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. J'écoute du foot. Vous m'achalez. Même tout est lourd ici. Même les annonces pendant le football, la RDS sont lourdes. Voyons, je vais le faire. C'est quoi qui se passe? T'es-tu revenu, là? Je vois ta fenêtre haute, ça veut dire que t'es dans le sol. T'es revenu au Québec, là? Oui, je suis revenu. Comment qu'on se sent, Jeff, au Québec? Je manquais me battre au Costco. Non, c'est boomers, ils sont fous. Ils sont fous, je suis tanné. Je suis tanné. J'avais un paquet de truites salmonées. J'ai dit, tu vas te ramasser avec un asti de paquet de truites, toi. Yes, bonhomme. Il savait-tu t'étais qui avant? Je m'en calisse. Ma blonde, elle dit, c'est pas correct. Elle dit, fais pas ça. Elle dit, le monde te reconnaît. I don't care. Un gars qui a pas de classe, qui trop, je sais pas, craqué. Le gars est en panique, il aime pas ça. Vas-y pas le dimanche. Tu travailles pas de la semaine. Si t'aimes pas ça quand c'est bourré de monde, puis tu rentres dans le monde, puis là, t'es là, collier, c'est tabarnak de collier, c'est tabarnak. Mais non, c'est ça, collier. Il a manqué de m'arracher ce que j'avais dans les mains en me rentrant dedans, tu sais. Je veux dire, calme-toi les nerfs. Hey, les boomers, là, ils peuvent y aller la semaine. On devrait faire des heures juste pour eux autres. On devrait garder ça de la pandémie. Oui, mais je comprends pas, les retraités vont magasiner à travers les familles la fin de semaine. C'est là que les familles peuvent y aller. C'est capoté. Puis l'autre affaire, les parents. Amenez pas vos Mongols au Costco. Alors, les enfants sont plus élevés. Les enfants rois qui ont été élevés d'une manière un peu spéciale, c'est les parents rois maintenant des enfants hyper rois. C'est quoi? C'est extrême roi, on va dire. Maintenant, c'est le mot à mode. Extrême roi, on va dire de quoi? Là, il était 2, là.
Il y a un paquet de crevettes sont là. Ils essayent de péter le plastique pour aller toucher aux crevettes. Là, tu essayes de pogner le paquet de truites qui est à côté d'eux autres avec le sucre de skidoo. Tosse-toi, Chris. Prends le paquet, va-t'en. C'est ça, ils sont pas heureux d'être là. Ça apporte rien à personne d'amener tes kids au Costco un dimanche. C'est une place pour ça. Regarde, moi, il faut des contrôles. Tu veux dire, à un moment donné, c'est les tiens. Ils appartiennent pas au monde. Moi, je suis là pour une semaine. J'ai besoin de me faire je me suis fait un menu pour la semaine. Donc là, j'ai besoin, puis j'allais mettre du gaz parce que la tour melon était vide. Donc, j'ai tout profité de ça. Je savais que c'était dimanche. Donc, je suis rentré pas de auto électrique? T'as pas Non. une auto électrique, Jeff? Non, il n'y aura pas de char électrique. Ça a passé proche. J'aurais aimé en avoir un pour pouvoir en parler, mais j'ai même pas eu besoin de me rendre à en avoir un pour savoir que ça marche pas. Pas ici. En tout cas, c'est pas le temps. Pas ici, places, mais pas 2024. Peut-être un jour. Hey, mais je suis curieux, pour de vrai, le gars avec qui tu t'es pogné, là. Oui. Tu t'appelles Pat Lagacé ou Guillaume Lepage ou n'imite quelqu'un de la gang, il se pogne avec toi pareil. Tu penses-tu qu'il se pogne avec toi? Ou tu penses-tu qu'il était comme à moi? Il était déjà prêt à... Hey, c'est Jeff Fillion. Moi, je sais pas. C'est arrivé tellement vite que d'après moi, tu sais, moi, j'avais une tuque toute. D'après moi, quand c'est arrivé, il a pas réalisé. Ça s'est passé en 2 secondes. Ouais. Au moins. Mais... Non, c'est du... Tu sais, quand t'es pas bon à travers le monde, vas-y pas quand il y a du monde. Je peux comprendre ça, que c'est énervant. Moi-même, j'avais hâte de sortir. Moi, c'est arrivé avec mon père. Mon père, il haït ça. Pour vrai, il est pas capable. C'est un boomer, puis il s'assume. Puis à un moment donné, moi, j'essaie de faire mon fin finaux. Ah non, viens avec moi, tu vas voir. Puis je l'ai amené au Costco. Tu sais, il était en anxiété du moment où on s'est stationné jusqu'à temps au moment qu'on sort. Il était avec moi, là, tu sais, il voulait 2-3 affaires. Puis j'ai dit, viens. J'y demande plus. Il le sait, il se connaît, puis je le respecte. Allez-y pas. Puis tu sais, moi, j'ai essayé d'être plus fin une fois. J'ai appris. Allez, vas-y la semaine, man. Puis en plus, ils se lèvent à 5 heures. Oui, ces gens-là. Allez-y à l'ouverture. Allez-y à l'ouverture le lundi matin, vous êtes tout seul. Ça va faire, au bout d'une demi-heure, c'est fini. Vous allez avoir la crise de paix. Ça remonte ça un dimanche pour midi. Donc, mais revenez au football. Mais revenez au football. Je sais que vous en avez parlé. Question curieuse. Hier, on se l'est texté. Les Ravens, c'était la meilleure équipe. Ils n'ont pas gagné. Considères-tu que le coach des Lions est un winner, même s'il a perdu, parce qu'au moins, il ose prendre des risques puis il ose faire à sa tête, ou c'est un loser parce qu'il a pris des mauvaises décisions puis qu'il vit avec ses mauvaises décisions? Ben moi, j'aime Dan Campbell. Là. Je suis un fan de lui. Sauf que hier, quand il l'a fait, j'ai crié « Ah, fuck! » Ouais. Je sais que c'est sur le coup du moment, puis là, probablement que les émotions, puis lui, veut pas, il fait souvent ça. Mais hier, le but, c'était d'égaler à 27-27. Ouais. Ça change la complexité de la patente. En tout cas, regarde, il aura à vivre avec sa décision, mais il a gagné beaucoup en étant agressif comme ça cette année. Des fois, ça vient mordre le derrière. Et là, ça y a mordu le derrière. Mais il faut dire, puis je sais que de dû le rajouter, j'ai pas eu le temps de répondre là, parce que dans le channel de sport qu'on a. Mais des fois, ça part vite la fin de semaine, ce channel-là. Hein? Oui, des fois, il est dur à suivre. Ça s'emballe. Mais, tu sais, Dodu dit, oui, il y a eu des drops. C'est vrai, on a parlé tantôt, il y a eu des drops. Il y a quelques gars qui ont fait des drops, surtout en deuxième demi, qui auraient pu changer l'allure de la game. Mais même l'interception qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Il y a eu plein de décisions. Les joueurs ont mal exécuté certaines choses. Le coach. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au final, j'ai beaucoup de respect pareil, même s'il s'est trompé, parce que toute l'année, il est allé sur des 4e essais, puis il a essayé des affaires, puis tu vois que ce gars-là fait pas partie. S'il était au Québec, Dan Campbell, il n'est pas dans la gang. Tu comprends? C'est pas Martin Saint-Louis, tout le monde l'applaudit pas. C'est un autre genre, puis j'aime ça pareil. C'est pas en train de dire qu'il a coaché son meilleur match hier, mais j'aime mieux des fois voir des gars perdre de cette façon-là que toujours être poche. Si ça marche, le gars passe pour un king, là. Comme quelques fois cette année. Oui, c'est ça, exact. Donc, Usher, Super Bowl, ça t'excite-tu, Jeff? Usher. Non, mais le show va être volé. Oui, mais le show va être volé. Le show va être volé parce que tout le monde va se demander à quelle heure qu'il arrive. Donc, Usher, il va chanter tout seul. D'après moi. Tout le monde va checker. Elle s'en vient. Elle vient de débarquer de l'avion. Elle est dans l'hélicoptère. Ils vont suivre l'avion. Ah oui, ça va être l'enfer. Elle arrive de Tokyo. Là. Ma tante Taylor. Elle va arriver juste, puis c'était calculé. Elle va arriver pour la mi-temps. Oui. C'est calculé. Là. C'est calculé. Ben, tu l'avais vu le calcul? Là? Ben non, mais j'ai vu ça passer. Elle va être là à temps. Je pense que c'est quoi? C'est 15...
C'est combien qu'elle a de Ça temps? va pas pour se longtemps. rendre? Elle va arriver à la mi-temps, en plein pendant le show de Usher. Oui. C'est quoi? Elle finit la veille. Ça veut dire qu'il est déjà le matin. C'est ça, elle va arriver. C'est ça, mi-temps. Mais. Oui, elle va arriver à mi-temps. Quoi? Non. Dans le fond, on va juste la filmer pendant qu'elle arrive, c'est tout. Ouais, mais on lui donne pas de micro, là. D'ailleurs, le match entre Baltimore et les Chiefs était arrangé pour Taylor Swift. Là. C'est un match arrangé, ça. Là. C'est une game arrangée. Là. Ben non, c'est pas complotiste. C'est pas complotiste, c'est une évidence. Là. Ça veut dire, quelles sont les chances que les Chiefs, avec une offensive assez moyenne, avec un leader extraordinaire, Patrick Mahomes, il est plus gros que Brady. Là, okay? Là c'est confirmé. Là, on peut le dire. À partir d'aujourd'hui, on peut dire Mahomes est plus gros que le GOAT. OK? C'est... Ah ouais. T'attends même pas 13 jours? Puis il n'est pas fini. Jamais. Il n'a pas fini. Il n'a jamais... Écoute, Brady avait des équipes souvent meilleures que ça. Là, parce que, écoute, les Chiefs ont une équipe ordinaire. Là. Les Chiefs, ils ont une super défensive, mais ils ont une équipe ordinaire. Sauf que, quelles sont les chances que tout le club de Baltimore, incluant Lamar Jackson, connaissent leur pire match de la saison là, à maison, alors qu'ils sont indestructibles à la maison? Il est arrivé quelque chose. Là. Écoute bien. Hey, pour la Ligue, imagine-toi, là, Taylor Swift, ma blonde, a écouté le match hier au complet. Ma fille, mon autre, c'est une fan de football. Ali, c'est une fan de football, mais juste pas une fan de football. Elle est rendue avec une calotte des Chiefs et elle a écouté la game au complet hier. Là. Mais tu sais, on s'entend. Là, il évaluait j'ai lu ça ce matin. 350 millions déjà la valeur en marketing et en pub ajoutée depuis que Taylor Swift se pointe aux alentours des Chiefs. Là. Je veux dire, c'est un tiers de milliard qu'elle rapporte. Oui, t'as peu. La date, juste Rick, t'as rajouté, c'est depuis le 24 septembre. Donc, sa première apparition publique aux Chiefs, c'est le 24 septembre. Donc, du 24 septembre. Ça fait pas longtemps. 24 septembre, max, au 22 janvier, tu viens de le donner le chiffre, là. L'argent rentre, regarde, le tuyau est ouvert puis l'argent coule. Moi, je pense que ça aide tout le monde, mais je pense pas qu'on peut. Mais je pense pas qu'on peut arranger ces affaires-là. Ah, okay. On est content, on aimerait ça, on met des cams, on veut que ça se passe comme ça, mais tu peux pas arranger ça. C'est juste qu'on célèbre. Je pense que le gars qui est le plus content, c'est Goodell. Tu comprends que je soulève quelque chose que je sais qui est impossible à faire, mais ça a juste l'air de ça. Je sais bien que ça peut pas arriver. Non, je sais. Mais il y a du monde qui le pense pas vrai, Jeff. Là. Il y a du monde qui pense que tout est comme la lutte. Là. L'excuse de la lutte, on la sort une fois par année là, dans un sport. Ouais, mais la lutte, c'est arrangé. Ouais, mais on peut pas. On le sait. Là. C'est pas... Voici les stats de... Écoute, c'est impressionnant. Là. Écoutez la série QB, vous allez comprendre pourquoi ce gars-là est un winner de même. Après 17 matchs de playoff, Patrick Mahomes, 14 victoires, 3 défaites, 67% de passes complétées, 4802 verges, 458 courses au sol, 39 touchés, 5 touchés par la course et seulement 7 interceptions. Il n'est pas fini. Là. Et il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Puis, excusez-moi, l'année passée, c'était une équipe un peu moyenne. Cette année, c'est même, je me demande si c'est pas encore pire que l'année passée. Ils ont eu une saison assez tough. Quand c'est clutch time, ce gars-là, là, tu veux aller à la guerre avec. C'est un winner, ce gars-là. C'est un winner. Mais t'as des gars qui font la différence, puis j'en parlais ce matin dans les coulisses. Là. Je fais un lien un peu tordu, Jeff. Là. Arbor Jackai, c'est pas Pat Mahomes, on s'entend. Arbor Jackai, il arrive à Laval. Laval a une fiche de 6-11-4. Jackai est là, il amène l'équipe. Pendant qu'il est là, fiche de 11-3-2. Bref, le Rocket perd quasiment jamais. Là, Jackai est ramené à Montréal, fiche de 1-2-0. T'as des gars qui peuvent métamorphoser une équipe à eux seuls. Mahomes, c'est dans la NFL. Jackai, c'est dans la Ligue américaine, dans un sport un peu plus obscur, en tout cas que la NFL aux States. Ce que je veux dire, c'est que tu as des gars qui, dans un calibre donné, peuvent faire la différence. Tu as des coachs qui peuvent faire la différence. Chris Knobloch, là, avec les Oilers, c'est hallucinant. Les Oilers sous Woodcroft cette année, c'était 3-9-1. Puis sous Knobloch, c'est 26-6-0. C'est capoté. Ils viennent de gagner 16 games. C'est capoté comment des gens ont cette capacité de revirer de bord une équipe. Mais à l'inverse, il y en a qui ne l'ont pas.
Je vais ramener Jacques Martin. Je m'amusais ce matin à regarder. C'est capoté. Tu prends une équipe qui s'en va nulle part, puis non seulement tu n'améliores pas, mais t'empires la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on embauche Jacques Martin au lieu de Patrick Roy? Mauvais leadership. Mauvais leadership. Le nouveau coach, baigné dans l'huile de Jeff Molson quand il était actionnaire du Canadien. Mauvaise décision. Le gars avec les Chiefs, le curé là, qui est le propriétaire, que sa fille... Sa fille, elle est pas, c'est pas une nonne. Non, elle, c'est pas une, elle est pas dans les sœurs. Elle n'est pas rentrée dans les sœurs cloîtrées. Là. Lui, il est pas pire. Oui, lui. Ça part toujours, on le dit souvent, là, on le dit dans droite. Oui, moi, je pense que ça part bien plus d'en haut qu'on pense. C'est lui, ultimement, qui prend cette décision-là. Hey, ouais, on est en bas. Parce que le DG n'était pas engagé. Le DG n'était pas engagé quand il a engagé Jacques Martin, je me trompe-tu? Non, Steyos était là comme VP hockey, mais il ne s'était pas engagé lui-même comme DG. Ben voilà. Regarde, ça part d'en haut. Hey, avant de partir... Mais juste une seconde. Vas-y. Là, j'ai besoin d'explications. Vite, là. Jack High, ça, c'est le joueur de Mr. White. Mr. White, c'est le fan numéro 1. Là. Comment tu dis? Je suis certain qu'ils vont l'échanger. Ah, c'est sûr qu'ils ont fait une Mais comment ça qu'ils l'ont rappelé puis contre Pittsburgh, il ne jouait pas? Parce que la game d'avant, il a pogné 2 mauvaises punitions. Oh! Lui, OK, moi, je débarque du Canadien. Moi, je débarque du Canadien, là. Là, il commence à me tomber ses nerfs solides, là. Il y en a qui ont pogné des mauvaises pénalités avant lui, là. Oh non! Il donne des claques à la gueule à tout le monde. Il fait peur au monde. Christophe, ce gars-là devrait être sa glace. Ouais, Martin Saint-Louis n'aime pas ça. Martin Saint-Louis n'aime pas ça. Tu viens de le dire, il arrive... Pourquoi il a donné de l'assurance à Laval? Parce que le gars, il est sur la glace. Les autres joueurs, ils sont tous un peu plus gros. Là. C'est le fun d'avoir le grand en arrière. Hey, finis donc avec... finis avec Patrick Roy. Je regarde le temps. On se prend 3 minutes pour Patrick Roy. Arrêtez. C'est fatigant. C'est vous autres, je parlais... Écoute, mardi passé, j'étais allé au casino. Il y avait un lancement pour Punching Grace, Eye of the Tiger. C'est une affaire de boxe, là, Régent, puis Lady Ju voulait absolument que je sois là, puis finalement, j'ai pas regretté, j'ai eu du fun. Il y avait bien du monde qui était là, puis by the way, juste le dire, là. Régent, que tout le monde dit que c'est pogné avec LP Neveu, qui était le boss de TVA Sport, puis Renault, puis là, tout le monde se pogne. Hey man, quand les caméras se ferment, tout le monde se parle, là. Juste à la maison, là, pensez pas que quand vous avez une petite chicane dans les médias, dans des gens de la même, du même milieu, de la même gang, tout le monde se pogne quand les caméras sont fermées. Écoute, LP Neveu, il jasait avec Régent, il jasait avec LP. C'est juste ça, là. Même moi, il y a des gens moi, il y a que une je crise déteste. de gang que je vais pas jaser, je peux te dire. C'est ça l'affaire, Jeff. C'est que toi, quand les gens t'en veulent, il y en a qui t'en ont voulu, je sais pas comment expliquer, mais très, très, très personnellement. Puis à un moment donné, t'es allé dans du personnel. Il y a des gens qui ont été personnels envers toi, puis ça, c'est une affaire. Mais Renault, puis Régent, puis ils filmaient-tu ou ils filmaient pas? Puis sont-tu fatigués, sont-tu pas fatigués? C'est toutes des affaires hockey. Quand les caméras se ferment, tout le monde se parle. Mais bon, mon point, parler avec quelqu'un là-dedans, je sais pas si c'est vrai, puis t'en parleras à Les, puis Les nous en reparlera dans un vestiaire. Roy, il aurait parlé à des gens chez les sénateurs de façon un peu informelle. Puis, il y aurait eu un intérêt quelconque, mais il y aurait eu un genre de processus de comité. Là. Comme quand tu engages quelqu'un dans un OBNL, là, on demande au comité, puis le comité, puis là, il y a plein de monde sur le comité. Puis à un moment donné, Roy, c'est ce qu'on m'a raconté, c'était quelqu'un de crédible, mais ça ne l'intéresse pas de passer par un comité. Roy, s'il rencontre le proprio puis le VP hockey qui est aussi DG une semaine après, ben c'est ces deux-là qui vont le nommer ou pas. Ben oui. Asti que c'est fatigant, les comités. Oh. On va demander, on va se mettre on dirait 17 gouvernement. On dirait le gouvernement, voyons, franchement. Voyons. Hey, tu veux un DG, tu veux un coach, tu veux quelqu'un, là, arrête. Ben regarde, tu viens de comprendre, tu viens de savoir. Voilà, tu l'as ta réponse pour Jacques Martin. Si tu veux pas que ça marche, mets des astis de comité. Ben fait que le comité, il veut pas prendre de risques. Fait pourquoi qu'est-ce qui arrive, on prend pas de risques, on marche pas? On va boucler la boucle. Pourquoi tu penses que le REM marche pas? Parce qu'il y a plein de comités. Voyons. Chris, à un moment donné, ça prend un boss. Tu te demandais dans les choses que tu m'as envoyées, est-ce que Patrick Roy va gagner? Patrick Roy, il a perdu contre le Canadien, il a perdu contre les Panthers, mais au moins, ils font un show. Ça s'est terminé dernière minute contre le Canadien, après avoir monté 3-3. Il fait-tu les séries? Fais-toi, ça va être tough. On manquait de temps. Okay. L'année prochaine? Mais je peux te dire une affaire. Lui, il ne sera pas à Cancun.
Non. Lui, à la face d'un vidéo, puis il va checker toutes les games. Il va décortiquer toutes les games depuis le début de l'année. Parce qu'il voit. C'est quoi le problème des Islanders? C'est très facile. Revirement. revirement. Tu peux pas gagner avec ça. Là. C'est ça qu'il faut qu'ils règlent. Parce que le reste, les gars, c'est pas pire. Là. Il y a une coupe de. Il y a un peu de gaz là-dedans. Il manque un gars ou deux à défense. Il y a encore beaucoup de buts. Il manque un gars. C'est un peu. Les buts viennent. Regarde le Canadien. Revirement. Ouais. Le dernier but. Revirement. C'est. Ça, oui. Oui, mais chaque équipe le manque un défenseur ou deux. Mais si, quand justement, tu n'as pas les kingpins à défense, au moins, faut pas que tu crées le revirement parce que ça, tu es en train de te tuer pas à peu près. Là. Donc, le gros de sa job, il le sait. C'est un gars qui travaille fort. Moi, gars, je suis certain que je ne mettrais pas 1000$ pour les playoffs parce que le temps déboule. Là, on est rendu fin janvier. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui se battent pour il y a beaucoup d'équipes, voilà. Donc, tu es en contrôle, oui, puis non, à cause du nombre d'équipes. Donc, moi, je souhaite la meilleure des chances. Moi, je suis content de le voir, puis go Islanders, go. Je ne suis pas Islanders, je n'ai pas acheté de calotte, je n'ai pas acheté de T-shirt, mais je veux que mon chum Pat fonctionne. C'est que ça fonctionne puis qu'il gagne. Tu vas être au Québec quand la Nordique Nation s'en va en bas, c'est moi, les Islanders. Ça fait partie de un qui est barré pas mal. Hey, thank you, man. Merci. Dans lescoulisses.com, vous avez besoin de plus de nouvelles avec notre chum Max. Merci à Jerry et merci à merci, Mr. Max. White. See ya. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com